Bonjour et bienvenue dans Buffy Slays 20. Une question, Une réponse. 2 minutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Buffy Slays 20. Je suis aujourd'hui avec Stéphane Sanchez, qui est l'auteur du livre Lettre à Sarah, un livre autobiographique, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Mais qui parle aussi de Buffy et de ton amour pour Sarah Michelle Gellar. Il y aura comme toujours Yael depuis Berlin qui va répondre également aux questions en 2 minutes. Et donc voilà, on espère Yael que ça va te plaire. Et puis si tu as des choses également à dire sur Sarah Michelle Gellar, n'hésite pas. Car il est temps de vous l'annoncer, cette émission est très particulière pour moi et pour nous, pour Yael et moi également, puisque c'est l'avant-dernière émission, et oui, de Buffy Slays 20. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et Buffy Slays 20 également. Mais ce n'est pas tout à fait fini, il y a encore toute cette émission à découvrir, ainsi que le grand final, où évidemment je serai cette fois-ci en chair et en os avec elle, qui sera quand même de retour pour un final explosif, comme ils savent très bien le faire d'ailleurs dans Buffy. Exactement, tout à fait. Il faut savoir faire une belle fin, mais il faut aussi savoir terminer. Buffy s'est terminé, je pense, au moment où il fallait. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, on veut faire la même chose avec Buffy Slays 20. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'on s'est dit, avec Yael et avec aussi Stéphane, qu'on a beaucoup parlé de Joss Whedon, mais qu'il y a quand même un élément très important dans Buffy qui est, Sarah Michelle Gellar. Voilà, c'est bon. Sarah Michelle Gellar. Et donc, quelle meilleure occasion qu'avec un auteur qui a écrit sur Sarah Michelle Gellar que pour parler de l'actrice qui incarne le personnage principal de notre série préférée. Et donc, Lettre à Sarah est sortie l'année dernière. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et j'avais eu la chance de pouvoir l'avoir en exclusivité à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé parce que je dois avouer que déjà on est à peu près, je crois qu'à 1 an d'écart, on est né à la... Ouais, je suis de 88. Voilà, et moi de 87. Je voulais pas le dire devant les gens. Et voilà, donc maintenant vous savez mon âge. Ça commence à se voir. Il est temps de le révéler, il faut dire ces choses-là, il faut assumer son âge. Pas de jeunisme. Moi ce qui avait été très très fort pour moi, c'est que j'avais vraiment l'impression de revivre mon adolescence. C'était très très perturbant. Tu parles de série Mac, tu parles de la trilogie du samedi, de la façon dont t'as découvert Buffy, le premier épisode que t'as vu, tout ça, j'avais vraiment l'impression, je pourrais, si des gens me demandent comment était ton adolescence, leur confier le livre, leur dire vous avez, comme je te l'avais dit en aparté, en fait, c'est marrant parce que les 2 premiers tiers, c'est exactement mon adolescence, et à un moment donné, on a choisi des chemins différents, ce qui est une bonne chose. Quand même. Ce qui est une bonne chose, mais c'est à un moment donné, effectivement, où tu as choisi des chemins un peu plus, j'ai envie de dire, wild, un peu plus sauvages. Peut-être, oui. D'exploration à plein de niveaux, de plein de choses personnelles. Ouais. Je vous laisse, c'est pas de spoiler pour le découvrir dans ce livre-là, ou dans les autres, parce qu'il y a des, on peut dire qu'il y a des suites indirectement. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est venue l'idée de Lettre à Sarah? Quel a été l'élan? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, tiens, je vais faire un livre épistolaire, puisque ce sont des lettres. Le titre l'indique, des lettres que tu écris à Sarah, une Sarah Michelle Gellar imaginée, ou en tout cas que tu espères. Ouais. En tout cas, j'ai tout fait pour lui envoyer, pour avoir des contacts avec son agent, etc. Ça a été très compliqué. Alors, ma petite victoire, c'est que je l'ai rencontrée. Enfin, on l'a rencontrée quand même d'une certaine manière. Quand elle est venue à Cannes, c'était l'année dernière, c'était en juin, quelque chose comme ça. Tout à fait. À Cannes Série. Donc, on a pu assister à sa masterclass et c'est vrai que ça a été un moment d'émotion, je pense, pour toi aussi. Alors on n'a pas pu échanger vraiment, poser des questions, donc ça c'était le côté frustrant. Mais bon, je l'ai vu, j'ai raconté cette rencontre à la fin du livre pour le clôturer. Mais c'est la chance que tu as eue, c'est que la conclusion, ça ne pouvait pas être mieux, c'est que tu fais tout un livre sur Sarah Michelle Gellar, on se dit, ce serait très triste que tu ne la rencontres pas à un moment donné, et ça aurait pu être la réalité, sauf qu'elle fait très peu de conventions, on va y revenir, elle s'expose très peu, et ce qui fait que, je pense que le chapitre a été écrit, parce que le livre est sorti très peu de temps après, donc tu l'as rajouté, j'imagine, très très rapidement, mais j'ai eu très peur que ce soit pas dedans, je me suis dit, vu le peu de temps qu'il y a eu, vu les délais, je me suis dit, si ça se trouve, ce n'est pas dedans, et je me suis dit, c'est quand même dommage de pas terminer avec ce climax, même si effectivement la rencontre, on va y revenir aussi, a été beaucoup de choses très positives et des choses peut-être plus décevantes, mais ça ne pouvait pas ne pas être dedans. Non. Mais revenons quand même un peu au début. Donc, comment dans ce coup on décide de se lancer là-dedans? Alors en fait, j'ai écrit un livre en 2020, qui est sorti en 2020, qui s'appelle 2 enfances, Minou Drouet et moi, donc qui était un livre épistolaire aussi. J'avais voulu adresser des lettres à une poétesse qui s'appelle Minou Drouet, qui a écrit des poèmes à l'âge de 8 ans, et qui les a publiés dans la France d'après-guerre. Et il y a eu une grosse polémique sur cette histoire. On a dit que c'était pas elle qui avait écrit les poèmes, parce que trop douée pour ses 8 ans.
Donc j'ai voulu lui adresser des lettres, puisqu'elle est toujours vivante, elle a 80 ans aujourd'hui. Et en fait, ce livre épistolaire, le fait d'écrire des lettres comme ça, de m'adresser à une personnalité, ça m'a beaucoup plu, parce que ça a été aussi prétexte à me livrer moi, du coup, à dire des choses très très personnelles, très intimes. Et c'est vrai que tout ce qui touche justement voilà, à l'intime, c'est quelque chose c'est une ligne conductrice, on va dire, dans mon écriture. Et en fait, j'y pensais, je me disais, mais plus que Minou Drouet, qui c'est qui a toujours été là? En tout cas, qui est là depuis mes 12 ans, quoi, on va dire. C'est Sarah. Et, ouais. Et je me disais, mais pourquoi finalement ne pas faire une suite à 2 enfances, en m'attaquant cette fois-ci à mon adolescence, puisqu'on va dire qu'on devient ado à partir de 12-13 ans, avec cette fascination que j'avais pour Sarah. Et le projet est né de là, en fait. Et suite à ça, moi je suis libraire à côté, donc j'ai changé de boulot, je suis arrivé dans une nouvelle librairie, et j'ai l'un de mes patrons qui a une maison d'édition, en fait, qui s'appelle Rouge Profond, et qui est une maison d'édition dédiée au cinéma. Et j'y ai parlé de ce projet, j'ai dit, tiens, tu sais, j'ai une idée de livre sur Sarah Michelle Gellar, qui parlerait pas forcément que de Buffy, mais qui parlerait surtout de l'actrice, de la femme aussi. Est-ce que ça te dirait? Je sais pas encore comment je vais l'écrire, enfin si j'avais une petite idée, mais j'en ai parlé comme ça, il m'a dit mais oui carrément, moi je suis fan de Buffy en fait. Donc ça a commencé comme ça. Ils sont partout les fans de Buffy. Oui, ils sont partout, mais vraiment. Nous sommes partout. Vous êtes partout. Oui, franchement. Et merci, grâce à Dieu. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis en fait, en écrivant le livre, il y a plein de choses qui sont remontées. Tu disais tout à l'heure les séries mag. Et en fait, c'est peut-être le premier souvenir qui est revenu, c'est quand j'étais ado, là, à 12-13 ans, aller au magasin de journaux en fait, et puis feuilleter tous les Star Club, les Saluts, les séries mag, les One, etc. Et puis guetter les posters de Buffy, les articles, me faire des classeurs. Je sais pas si tu faisais ça toi aussi. Je les ai encore. Oui, ah oui, moi aussi j'en ai encore. Des classeurs, je faisais même des collages, enfin bon bref. Et finalement, je me suis replongé dans cette période, et ça a été l'occasion en fait de retracer tout le parcours évidemment de Sarah Michelle Gellar, de ses débuts à l'âge de 4 ans pour la pub, donc la fameuse pub de Burger King, jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, quand le livre est sorti... La pub comparative, qui est historiquement, pour ceux qui ne le savent pas, Sarah Michelle Gellar, du haut de ses 3-4 ans, a participé à la première pub comparative aux États-Unis, c'est quelque chose qui est interdit en Europe et en France, mais où elle compare les burgers de Burger King et de McDo en disant que ceux de Burger King sont meilleurs que ceux de McDo, pour lequel elle a eu un procès du haut de ses 3 ans, ce qui est absolument dingue et ce qui a donné après naissance à, maintenant, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on peut faire des pubs comparatives en comparant Schweppes avec Pepsi. Je vous conseille d'aller en voir certaines sur YouTube. C'est très drôle, ces pubs comparatives, ça paraît totalement surréaliste pour nous, Européens et Français, de découvrir ça, mais voilà, et la pub avec Sarah Michelle Gellar est d'ailleurs tout à fait trouvable. Elle est géniale. Petite brune en gros plan. On la reconnaît bien. Et donc voilà, donc moi le livre, c'est vrai qu'il s'est terminé au moment où on l'a rencontré et au moment de la diffusion de Wolfpack. Donc je savais pas encore qu'elle allait faire Dexter Original Sin, mais ça s'arrête à Wolfpack. Mais bon, voilà, c'est quand même assez complet, je pense. J'ai vraiment mis tout ce que je pouvais sur sa vie, sur les anecdotes, tout ça. Ouais, non mais c'est marrant effectivement tout ça. Moi je suis content qu'on disait d'avoir mes classeurs sur Buffy, parce que je trouve ça triste maintenant quand quelqu'un est fan d'une série ado, Riverdale, Stranger Things, etc. Il n'y a plus de contenu papier, maintenant tout est sur internet, donc il y a effectivement un contenu incroyable pendant que la série est diffusée, mais dès que la série n'est plus diffusée, vu qu'il faut payer un hébergement qui coûte cher, les sites disparaissent. La plupart des sites de Buffy de l'époque, il en reste 1 ou 2 français, il reste Buffy versus, Buffy VS et 1 ou 2 autres, mais globalement tout a disparu. Buffy Angel Show également qui est encore actif, mais il y en a de moins en moins, ça fait que tout le contenu disparaît, en fait la plupart des photos, des interviews, tout disparaît. L'intérêt de nous, c'est vraiment une chance, c'est que on a vraiment, on peut faire des archives papier qui existent, et moi je suis content d'avoir tout, j'ai peut-être une dizaine de classeurs. Ah, quand même. De produits de Buffy, c'était chouette parce qu'effectivement, moi, mon argent de poche, je partais entièrement là-dedans. Moi aussi. Alors, j'achetais pas les saluts et tout ça parce que je trouve que c'était un peu trop snob en général, c'était vraiment, ça parcourait tout. Il y avait vraiment des choses très très girly, comme ça que je le voyais, en tout cas que je le percevais à l'époque, du haut de mes 14-15 ans. Il y avait beaucoup les boys bands, il y avait, je sais pas, DiCaprio, Josh Hartnett, et il y avait en général 1 ou 2 pages sur Buffy. Là où Série Club a fait plein de hors-séries très généreux sur Buffy, il y avait un truc qui s'appelait Betsy et Gary. Betsy et Gary. Je sais pas d'où sort ce nom, mais voilà. Qui a changé après, c'était Boys and Girls. C'est ça, enfin, là, qui faisait vraiment des numéros entièrement sur Buffy. Il y avait un magazine qui s'appelait Épisode, il y avait voilà, il y avait vraiment des choses uniquement principalement sur Buffy. Il y avait le Buffy Magazine, on a quand même la chance d'avoir un magazine uniquement sur Buffy qui sortait tous les mois, qui a quand même duré 3-4 ans en France. Je sais pas combien il y a eu de numéros, quand même. Beaucoup aux États-Unis, beaucoup plus aux États-Unis en Angleterre, parce que le magazine a commencé bien plus tôt. Mais voilà, pour moi, c'est une chance inouïe d'avoir tous ces documents qui restent. Et en plus, je trouve ça, moi, des fois, quand je redécouvre des séries que j'ai pas vues à l'époque, par exemple, là, j'ai redécouvert tardivement The aussi, Newport Beach.
et ben il y a très peu de documentation Oui, maintenant. Et en fait, quand je reprends un vieux série mag, et ben j'ai des interviews de l'époque, Ouais, tout à des fait. acteurs, Tout à fait. parfois des auteurs, c'est plus rare, mais ce qui fait que c'est hyper chouette, je trouve, d'avoir le papier. De toute Le façon, papier, ouais, vous bien voyez sûr. derrière moi, j'aime le support physique, moi le streaming, le streaming exclusif, pas que le streaming parce que j'aime bien, mais l'exclusivité au streaming, moi ça me Ouais, je te ça me rejoins. terrorise. Je te rejoins totalement. C'est clair. Et tu te rappelles de ton premier, je pose souvent cette question-là, mais c'est encore plus pertinent avec ce livre, ton premier souvenir de Buffy, le moment où tu as ouvert la télé, où tu es tombé amoureux d'abord de la Ouais. série, puis de Sarah Michel Gellar, ou Bien peut-être sûr. l'inverse, je sais pas quel a été ton premier amour. Je pense que ça a été d'abord Sarah Michel Gellar. Ok. Vraiment d'abord son visage. En fait, comme je le dis dans le livre, c'est vraiment l'énergie qu'elle dégageait. Je trouve que c'est vraiment une nana qui rayonne, quoi, tout simplement. Et ça se voit dans la série, quoi. Elle est vraiment, elle illumine la série. Là. Et oui, mon premier souvenir, c'est Cohabitation difficile. Donc dans la trilogie du samedi. Évidemment, ça fait- Donc tardivement, hein, saison, Tardivement, 4, saison 4, épisode 2. Tout à fait. Ouais. Voilà, la colocation avec Casey. Ouais, j'adore cet épisode. Bon, après, je pense qu'on peut. Tu m'autorises à dire ta sexualité. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je te laisse le dire, je préfère. Non, oui, bien sûr, je suis homosexuel. Hein. T'es le premier invité homme homosexuel que je reçois, ce qui est fou pour Buffy en fait. C'est-à-dire que Buffy, globalement, on est dans les clichés, on a souvent beaucoup de femmes hétérosexuelles, beaucoup de femmes homosexuelles grâce à Willow et Tara, C'est vrai. Ouais. et à Faith aussi, qui a beaucoup plu aux femmes lesbiennes, Ouais. et beaucoup de garçons homosexuels qui s'identifient à Buffy, à son côté fort, à son amour pour de ces jolis garçons, Ouais. et qui est le fameux scène du coming out de la fin de la saison 2 avec sa mère, fort, oui. dans Becoming, à Katla, à la fin de la partie 1. Et voilà, donc voilà, c'est assez marrant. Bon, on termine sur quelque chose d'intéressant, parce que je trouve que la perception en étant quelqu'un de queer de Buffy est aussi un peu différente. La façon dont tu dis, j'ai tout de suite adhéré à Sarah Michel Gellar, à son énergie, c'est pas anodin en fait. Ça peut paraître être un cliché, ah bah oui, voilà, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. C'est d'où le fait que je te demande de préciser Ouais, mais bien sûr. ta sexualité, parce qu'effectivement, c'est pas forcément tout à fait. Non, et c'est au centre du livre aussi. Puisque ce que j'explique, c'est qu'en fait, moi qui collectionnais toutes les interviews de Sarah, en fait, qui étaient vraiment. Qui parlait ouvertement aussi du côté LGBT de la série, du couple Tara Willow, etc. Et qui avait aucun problème avec ça en disant mais c'est super chouette en fait qu'on montre quelque chose, surtout dans les années, encore une fois, 90-2000, où c'était assez rare d'avoir des couples gays ou homo à la télé. Elle a toujours été très très ouverte aussi. Je pense que moi, ça m'a aussi aidé à faire mon coming out. Et c'était un peu aussi le pari du bouquin, quoi. C'est de dire, mais en fait, tout ce que j'ai lu, tous ces propos, tout ce qu'elle a pu dire, en fait, c'est comme si ça avait infusé en moi. Et je pense que ça a ouvert des portes et ça m'a vachement aidé à faire mon coming out. Puis Cohabitation difficile, c'est quand même Cher et Céline Dion. Oui, et on les aime. T'as dû dire, tiens, là, oui, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. C'est ça que je trouve drôle d'ailleurs. Je me dis des fois, c'est marrant dans son côté un petit peu agaçant chez Casey. Non, c'est pas Casey, c'est dans la saison 7. Oui, non, c'est Cathy. Avec Cathy. ses œufs là. Exactement, de Cathy. Après, c'est un côté, c'est horrible, du cliché de l'homme gay. Ouais. Elle aime Céline Dion, elle écoute Cher en boucle, elle est un peu maniaque. Il y a un peu quelque chose où je me suis dit, tiens, c'est marrant. Qu'est-ce qu'ils ont voulu écrire Est-ce que vraiment, n'est-ce pas un épisode homophobe? Oui. On va avoir un débat. Non. Mais moi, tu vois, j'ai découvert, j'avais 12 ans, ça m'a parlé directement, quoi. Inconsciemment, bien sûr, mais. Et puis dans les séries mag, en plus, il y avait des jolies photos de James Master, des jolies photos de David Boreanaz, Marc Lucas. Tout à fait, oui. Voilà, bien donc sûr. ça aide aussi. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous, si dans les garçons qui aiment les garçons, qui regardent l'émission, voilà, un petit peu vous aussi, si vous avez senti que ça a accroché tout de suite, et si vous avez un peu une idée des raisons pour lesquelles vous avez tout de suite accroché. Cohabitation difficile, donc t'as continué la série tout de suite, dans la continuité, et à quel moment t'as rattrapé les 3 saisons qui te manquaient? En fait, à un moment donné, alors je saurais plutôt donner la date, mais M6 a fait une rediffusion complète de la série. C'était, moi je sortais du collège à ce moment-là, donc c'était vers 18h, quelque chose comme ça. Et tous les jours, du lundi au vendredi, il y avait un épisode de Buffy. Et là, vraiment, c'est devenu un rituel, c'est devenu une obsession même, j'ai envie de te dire, à tel point que quand j'étais certain de rater le début, je demandais à ma grand-mère de me l'enregistrer sur cassette. Bon, je suis un peu un dinosaure. Donc c'est vrai que là, c'est devenu un rituel et peut-être presque un doudou, quoi. Une série réconfort, quoi. Vraiment. Et par rapport à ce que tu avais vu de la 4, puis 5, puis 6, puis 7, qu'est-ce que ça t'a fait de redécouvrir
ses premières saisons, la 1 a été quasiment instantanément démodée. C'est presque Ouais. plus à la mode maintenant, parce Oui. que la mode est cyclique, Ouais. que ça l'était à l'époque. Dès l'année suivante, les Mm. tenues n'avaient plus de sens, les effets spéciaux étaient déjà un peu avaient déjà un peu vieilli. Moi, personnellement, je suis partie de ceux qui adorent la saison 1 et qui adorent le pilote, mais il y a beaucoup de gens pour qui la saison 1, dont Yael par exemple, est assez compliquée. Enfin, Yael adore Whedon quoi qu'il arrive, dont la saison 1 de Buffy, mais c'est pas forcément celle qu'elle trouve la plus simple à aborder. Je comprends. Je pense qu'en revoyant la saison 1, 2, 3, du coup, non, je me suis pas, je me suis pas focus sur le côté kitsch, pas du tout. J'ai vraiment, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse dans Buffy, c'est les scénarios, c'est l'humour, c'est les sous-textes, c'est tout ça, quoi, je veux dire. Enfin, donc, en fait, le fait que la saison 1, peut-être même un peu la saison 2 aussi, soit kitsch, non, ça m'a pas dérangé. J'étais tellement concentré sur les intrigues, sur, on a dit la fameuse scène qui s'apparente à un coming out de la fin de la saison 2, quand la maman de Buffy lui dit si tu passes le pas de cette porte, tu ne reviendras plus, quand elle apprend qu'elle est une tueuse. En fait, tout ça, encore une fois, ça a infusé et ça m'a parlé. Et non, j'étais scotché devant mon écran, quoi, franchement. Ouais. Et est-ce qu'il y a des épisodes où tu as trouvé justement Sarah Michelle Gellar encore plus extraordinaire, où il y a des moments où vraiment il y avait quelque chose qui a émané d'elle, où tu t'es dit là elle m'étonne dans le bon sens du terme. Il y a forcément l'épisode de la saison 5, l'épisode de la mort de la maman. The Body, orpheline, orpheline, où là, franchement, on ne voit que ça, quoi. Je veux dire, son talent évident, ses capacités d'actrice, là, on peut pas contester quoi que ce soit. Mais en fait, moi, ce qui me fascine chez elle aussi, c'est la force, en fait. Mais alors, on sait que Buffy, c'est un personnage fort, surhumain, avec des capacités, etc. Mais en fait, c'est aussi l'actrice, je trouve, qui est d'une solidité, parce qu'on sait que Sarah a porté quand même la série aussi, et c'est vraiment impliqué. Elle parlait à tout le monde sur le plateau, les techniciens, etc. Elle était vraiment, comment dirais-je, proche de tout le monde, et elle essayait de faire en sorte que tout le monde se parle, que ça se passe bien. Voilà, elle était très soucieuse de ça. Elle avait ce poids, vraiment. Et je trouve que ça se sent dans la série, qu'il y a comme une responsabilité. Il y a quelque chose d'assez de physique, quoi. Et ça, je sais pas, ça m'a parlé, quoi. Ça et ça, c'est de la saison 1, en fait, jusqu'à la saison 7. D'autant plus que le poids de la saison 7, dans l'histoire, est encore plus lourd, puisqu'elle est épuisée par le fait de porter toutes ces jeunes femmes qui meurent dans le monde, qu'elle doit soutenir, elle les loge même littéralement chez elle. Et il y a vraiment le poids de la responsabilité qui est encore plus lourd avant, justement, qu'elle le partage. D'un côté, qu'elle leur donne une force, et en même temps qu'elle se soulage aussi de sa responsabilité à elle, il faut le dire aussi, dans ce geste final. Et on sent que Sarah Michelle Gellar, pour moi, dans son 7, est justement épuisée. Cette saison d'une série, c'est très très long, peu importe la série, et la plupart des acteurs le disent, ils signent pour 5 ou 7 saisons d'emblée, et pour eux, c'est très 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 long. Mais sans oublier maintenant ce qu'on a entendu dire sur les coulisses avec Joss Whedon, en tout cas son rapport à elle, peu importe après ce qu'on pense ou pas des différents rapports des différents comédiens et comédiennes sur Whedon et leurs différentes déclarations, mais on sait qu'en tout cas Sarah Michelle Gellar, elle, n'a pas eu au bout d'un moment de très bons rapports avec lui, et ce qui fait qu'on peut imaginer le poids, et je trouve qu'il y a des épisodes où ça se voit. Pour moi, l'épisode où ça se voit le plus, c'est l'épisode qui est après Conversation with Dead People, donc l'épisode 8, après Connivence, où il y a tout un épisode sur Spike, sur le fait qu'il tue des gens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et où je trouve qu'elle est totalement absente, en fait. Son visage est un peu vide, et elle est moins présente. On sent qu'il y a une espèce d'agacement, on sent aussi qu'il y a un peu plus de Buffy, ce qui se voit d'autant plus que je trouve quand elle joue The First, le premier, la force originelle, là elle s'amuse. Là on retrouve un peu Merteuil, sa version un peu manipulatrice, un peu bitchy à la Sex Intention. Harvard Story. Voilà exactement ce qu'elle aime bien dans son côté comme ça manipulateur, femme fatale. Et là elle s'amuse, et là d'un seul coup il y a une espèce de, d'un seul coup je m'étais dit, est-ce qu'elle joue mal ou est-ce que c'est juste qu'elle en peut plus. Effectivement, quand on voit comment elle est animée d'un seul coup quand elle joue le premier, on se dit en fait Buffy elle en peut plus, elle en peut plus. Et quelques épisodes où Buffy est pleine de vie, c'est principalement les épisodes de Whedon, parce que quand il la met en scène, je pense qu'il lui disait non là j'ai besoin d'autre chose, de plus, ou c'est ça. Et le premier épisode de la saison et le dernier qu'il a mis en scène, effectivement Buffy gagne en nuances, en densité, et on ne sent plus cet épuisement, en fait. Il y a de toute façon une corrélation entre la vie en fait de Sarah Michelle Gellar, ce qu'elle a pu ressentir sur le plateau, sa vie personnelle, etc., et les scénarios de Buffy. Et ça, je pense que c'est assez intéressant de souligner. Titu Lecoq, elle a écrit un article que je cite dans le livre, justement, où elle dit qu'en fait, vraiment, le personnage de Buffy, c'est
du 50-50 presque. Hein. C'est 50% Sarah Michelle Gellar Mm. et 50% Joss Whedon. Oui, mais en plus, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment. Pour moi, Buffy, c'était Joss Whedon. Et d'autant plus que moi, j'aime beaucoup aussi la Buffy du film. Elle est Kristen Swanson, hein, Ouais, tout à fait. qui interprète le rôle de Buffy dans le film. Je la trouve très bonne, en fait. Le film est pas très réussi à plein d'endroits, mais elle aurait pu être dans la série. Enfin, moi, quand je vois le film, je vois Buffy, c'est-à-dire que les gens disent, bah oui, mais est-ce que c'est pas vraiment Buffy? Pour moi, souvent, les gens aiment pas trop les recastings, etc. Moi, en fait, la voix de l'auteur prend le pas. Et je trouve qu'on voit Buffy aussi dans Kristen Swanson. Et je pense, et j'ai pensé pendant longtemps, que n'importe qui pourrait interpréter Buffy, ça m'aurait convenu aussi. Ah oui. Là où je pense que toi, c'est peut-être Non. pas d'accord. Non, je pense pas. Parce que il y a des actrices qui ont passé le casting, notamment Cathy Holmes, Charisma Carpenter, Mercedes McNabb, etc. Selma Blair aussi. Et franchement, non. Tu vois, je pense que ça aurait pas été la même énergie, en fait. La même, je pense que Sarah, elle avait vraiment la rage de réussir aussi, quoi. Ouais. La détermination. Elle a quand même passé le casting pour être Buffy 11 fois. Hein. Ouais. Donc c'est quand même assez énorme, quoi. Ouais, moi, justement, ce qui m'a fait comprendre qu'elle était beaucoup plus Buffy, bah, c'est le fait qu'on l'ait rencontrée. Donc, effectivement, pour revenir d'abord là-dessus, comment toi t'as vécu toute cette rencontre? Donc, c'était à Cannes, ça a été annoncé assez tardivement, très proche de l'événement. Sarah Michelle Gellar vient à Cannes, on sent que c'est un retour important pour elle, puisque la dernière fois qu'elle est venue à Cannes, c'était pour le film Southland Tales de Richard Kelly, l'auteur de Donnie Darko. Ça s'est très mal passé, le film n'était pas terminé de monter, les effets spéciaux n'étaient pas terminés. C'est une œuvre aussi qui peut être un peu obscure, un peu opaque pour beaucoup de gens. Donc, le film a été hué, donc les conférences de presse sont très mal passées. Donc, pour Sarah Michelle Gellar, je pense que Cannes, c'est très violent, c'est pas un bon souvenir. Alors que c'est le fantasme de beaucoup d'acteurs, monter les marches, aller à la croisette, c'est quelque chose qui peut faire rêver, même si c'est aussi une promo un peu assez violente et assez lourde. Mais il y a quand même un côté assez chouette. Et pour elle, je pense que le fait qu'elle ait accepté de revenir, c'est un peu la rédemption et la réparation on peut le dire presque d'un trauma, hein, je pense. D'une blessure, oui, je pense. Surtout que Southland Tales s'était annoncé quand même comme un chef-d'œuvre, on va dire, vu que c'était le réalisateur de Donnie Darko, qui a été encensé, qui est devenu un film culte, avec un casting, il y avait quand même The Rock, Justin Timberlake, des grosses têtes d'affiche. Sean William Scott, toutes les stars pop, de la pop culture de l'époque. Voilà, c'est ça. Et oui, je pense que... Mais, enfin, je sais pas, toi, comment tu l'as vécu, justement, aussi, mais moi, je l'ai trouvé plutôt apaisé, ce qui s'est passé, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a eu une conférence de à peu près 45-50 minutes sur scène dans la grande salle. Donc au début, c'était dans une petite salle plus intimiste, une salle de cinéma. Vu l'engouement, ils l'ont changé de salle pour le mettre dans la grande salle. Ce qui à la fois est très bien, ça permet à plus de monde de venir. Pour les gens qui avaient pris leur place assez rapidement, dont moi, on s'est dit, c'est dommage, on aura moins de proximité avec elle que ce qui était prévu. Ensuite, elle a fait également... une descente de marche avec des empreintes. Elle a fait ses empreintes de main comme on fait un peu au Hollywood Boulevard, parce qu'il y a un endroit à Cannes où ils gardent les empreintes comme ça des stars. Elle a fait ça, et ensuite elle a fait une dernière montée de marche où elle a signé des autographes aux gens présents le long des balustrades avant de faire une dernière montée de marche et de remettre un prix ou de recevoir un prix d'honneur. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà ce qu'elle a fait en gros. Plus de la presse triée sur le volet, elle a fait très peu de presse, parce que je pense que ce que vous ne savez peut-être pas, et c'est pour ça que c'était un événement, moi je suis très content d'y avoir été, et pour moi c'est un événement unique et marquant de ma vie. Je pensais pas forcément l'avoir dans ma vie, la croisée. Tu l'as dit toi-même, tu avais des accès que d'autres gens n'ont pas forcément, et tu as essayé de la contacter pour le livre, parce que tu dis avoir une interview de Sarah Michelle Gellar dedans, ça peut être légitime. J'aurais tellement aimé, bien sûr. Tout à fait, et en fait t'as pas réussi. Impossible, non. Et pourtant, le directeur de ma maison d'édition a beaucoup de contacts dans le cinéma, notamment au Festival de Cannes, et en fait il me disait, tous ont répondu en disant qu'elle était très flippée, qu'elle avait peur du monde. Je pense qu'elle est assez agoraphobe en fait. Et il faut savoir qu'elle a été suivie plusieurs fois dans la rue, qu'elle a reçu des menaces de mort, etc. Donc je pense qu'elle est quand même assez terrifiée par ça. Donc non, malheureusement, j'ai pas pu. Non, exactement. Alors, ce que les gens savent pas, c'est qu'elle est extrêmement, effectivement, agoraphobe. Elle a peur des gens. Si vous tapez Sarah Michelle Gellar, sinon des autographes en anglais sur YouTube, il y a 4-5 vidéos où elle croise des fans qui lui demandent des autographes. Elle tremble. Elle est comme ça. Il y en a une à l'aéroport, il y en a une plusieurs fois dans la rue. Et déjà, faut pas oublier qu'elle est toute petite, qu'elle n'a pas les super pouvoirs de Buffy. Je sais qu'au moment de la saison 1, j'avais cru lire quelque part qu'effectivement, les gens avaient sous-estimé l'engouement autour de Buffy, la prod, et qu'ils lui ont fait faire une séance de dédicace dans une espèce de Virgin, je m'en rappelle de ça, dans un Virgin de l'époque, et il y avait une émeute, et comme elle est toute petite, les gens ont l'impression en fait que c'est Buffy qu'elle est forte, et en fait elle s'est fait bousculer, donc ça a créé vraiment un vrai sentiment de panique et qu'on peut comprendre. Et ce qui fait que c'est très très compliqué pour elle d'aller vers les fans. Elle ne fait aucune convention, elle refuse toutes les conventions de fans, alors que le cadre peut dire en général plus contrôlé, et elle le refuse absolument. Elle avait été obligée contractuellement, parce qu'elle a fait des voix dans Star Wars Rebelle. Voilà, il me semble qu'elle avait fait celle-là. Parce que son compagnon, Freddie Prinze Jr.,
fait une des voix principales. Et en fait, le contrat avec Lucasfilm, Disney, l'oblige à faire des conventions, on n'avait pas le choix. Mais voilà, sur les photos, les photos étaient à 300 €, donc c'est vraiment une façon de dissuader les fans de faire des photos. Et elle était, voilà, les photos, si vous pareil, vous tapez Sarah Michelle Gellar Star Wars Convention sur Google, vous verrez, Sarah Michelle Gellar est là, le fan est là. Il y a 1 mètre Il y a d'autres différences, donc voilà, donc c'est un peu absurde. Mais voilà, donc les quelques fans qui ont des photos d'elle à laquelle je suis un peu jaloux. D'un côté, Moi aussi. Voilà, d'un côté, je voulais pas faire le stalker, je voulais pas la harceler. Je sais que voilà, certains ont vraiment, pour le rêve, un peu insisté. Et je comprends tout à fait quand on est fan, qu'on ait envie. Moi, voilà, ayant travaillé dans les conventions, en sachant ce que les acteurs ressentent quand on les oppresse un peu, moi qui étais sur des tournages, voire des fois à l'époque des conventions, ou avec Fusion Man, à des moments de succès, quand Fusion Man est sorti sur Canal+, ou que je faisais des conventions, je m'est déjà arrivé d'être reconnu dans la rue, qu'on prenne en photo à mon insu. C'est un peu étrange. Hein. J'étais sur les Champs-Élysées, quelqu'un envoie une photo de toi, je t'ai vu. Je suis en train de me gratter la tête, en train de regarder je sais pas quoi à Virgin Megastore, et c'est un peu étrange en fait comme sensation, ce qui fait que j'évite moi-même de le faire, et ce qui fait que Sarah Michelle Gellar, en sachant que je suis très fan d'elle et que j'ai beaucoup de respect pour elle, ne voulant pas cultiver ça, j'ai essayé de me mettre en retrait. Voilà, si je l'avais croisée, si j'avais eu l'occasion, j'aurais été absolument ravi de pouvoir obtenir une photo ou un autographe. Mais voilà, pareil, je suis resté derrière les barrières pour tenter d'avoir un autographe, et au bout d'un moment, je me suis dit, le côté je hurle Sarah et tout ça, ça m'a un petit peu dérangé, donc j'ai préféré pas insister et rentrer dans la salle. Après, d'autres l'ont fait, je comprends, hein, encore une fois, c'est une occasion rare d'être très proche d'elle, elle en fait très peu. Et d'ailleurs, la sorte de dédicace, hein, elle l'a fait, elle avait sa meilleure amie qui a servi d'assistante, qui lui a montré un par un les différents supports. Vidéo, je crois, il y a des vidéos. Exactement, on montre les supports à Sarah Michelle Gellar, elle dit ça tu signes, et elle fait ok. Elle a un garde du corps très costaud qui est avec elle et qui vraiment la surveillait l'aide. Et surtout, moi j'étais très admiratif parce qu'elle avait vraiment fait une promesse. Elle avait refusé de signer tous les gens qu'elle croise dans la rue pour éviter une émeute, et elle avait dit je signerai tel jour à telle heure au moment de la montée des marches, le dernier jour, et elle a tenu sa parole. Et quand on sait à quel point elle est flippée, c'est extraordinaire qu'elle l'ait déjà fait. Vu encore une fois, elle tremble sur les vidéos où elle signe autographe. C'est pour dire à quel point c'est quelque chose de profondément compliqué pour elle. Et ce qui fait que moi je trouve ça déjà extraordinaire qu'elle l'ait fait, et que des gens aient obtenu pour la plupart des autographes qu'ils voulaient. Elle a refusé de faire des photos ou des selfies parce que justement ça demande une proximité qu'elle refuse. Mais on peut comprendre, hein. Enfin je veux dire, moi non plus j'ai pas essayé de harceler, de chercher. Quand on connaît son caractère, voilà, qui est quand même quelqu'un d'assez, elle est très discrète, je veux dire, sur sa vie privée, sur ses enfants, qu'on voit quand même très rarement aussi dans la presse. Voilà, moi je préfère aussi respecter ça. C'est ça. Et ce que j'ai aimé, alors le hasard a fait que j'étais plutôt bien placé dans la salle, j'étais quasiment au premier rang et dans la ligne de mire de Sarah Michelle Gellar, on sait pas où elle allait être assise quand on arrive, etc. J'étais vraiment en face d'elle. Donc c'était chouette, parce que j'ai pu vraiment la voir. Il y a eu un ou deux eye contact, que j'ose me dire que c'est moi qui l'a vu. Mais alors, oui, c'est sûr. Le moment où je suis sûr, c'est qu'à un moment donné, à la fin, parce qu'à l'époque, il y avait tout le délire qui est autour de la promo de Wolfpack, quand les gens l'appelaient Mother, qu'elle avait fini par mettre sur son profil pour dire un peu, c'est encore une fois une espèce d'idée des hommes gays, de dire t'es un peu notre mère à tous, t'es un peu notre Madonna, notre Céline Dion, voilà, tu es chez les actrices, tu es un peu notre icône. C'est vraiment ça. Et donc tout le monde disait Mother, et tout le monde avait dit oui, quand on va arriver dans la salle, on va dire Mother, ça lui fera plaisir, et personne n'a osé. Donc moi à la fin, vu que c'était terminé, je fais Mother comme ça, et là pourquoi elle me voit, elle me répond, elle a répondu, elle m'a regardé. C'était toi. Voilà. Donc c'est mon moment, qui en plus est en vidéo. Alors après, ils ont fait un plan large, parce qu'en fait, à ce moment-là, elle fait comme ça, et ça lui fait un double menton, donc ils ont été sympas, ils l'ont dans la vidéo, ils le font en plan large. Mais je suis content, j'ai un moment avec Sarah Michelle Gellar, elle ne s'en rappellera plus, moi oui. Mais je suis content de la voir. Et en plus, ce qui était chouette avec cette interview, alors le problème, c'est que comme c'est traduit en français, on perd beaucoup en fait sur 1 heure de conférence. La moitié, c'est de la traduction, donc on perd. J'ai regretté qu'on n'ait pas des oreillettes ou quelque chose pour une traduction en direct, pour avoir plus de contenu. Ce qui était quand même chouette, c'était déjà, ils ont montré 2 scènes de Buffy. La scène où elle reçoit son parapluie, et la scène... qui est l'une de ses scènes préférées. Exactement. Et la scène de la scène finale. Donc je me suis dit, je viens de voir Buffy avec Sarah Michelle Gellar. Et ça, c'est ouf quand même. Voilà, j'étais dans une salle. J'ai regardé Buffy sur grand écran, et il y avait Sarah Michelle Gellar. J'ai regardé Buffy avec Sarah Michelle Gellar. Ça, c'est dingue. Voilà, il y a ça. Et également le fait que, comme c'est une interview longue sur scène, elle peut pas être autant dans le contrôle qu'elle peut d'habitude. C'est-à-dire que peu importe les questions qu'on lui demande, elle répond toujours la même chose, ce qui est un peu dommage. Et ce que j'ai fini par me demander, si elle était pas un peu simplette, ou elle disait pas un script. Ce qui est le cas de Jessica Alba. J'ai eu beaucoup d'interviews de Jessica Alba où elle répond toujours la même chose, peu importe la question. Et je me suis rendu compte en regardant plusieurs making-of que je l'adore, elle a un charisme de fou, mais que effectivement, c'est peut-être pas quelqu'un d'extrêmement sophistiqué dans sa façon de penser, etc. Donc je me suis fini par me dire, est-ce que Sarah Michelle Gellar, ce serait pas la même? Et comme tu l'as dit, en fait, c'est une protection, c'est pour se protéger. Je pense qu'en plus, c'est quelqu'un d'assez original, qui a beaucoup de caractère, qui a une sorte d'excentricité. Elle a un caractère fort. C'est ça, quand on voit avec Freddie Prinze Jr. quand ils font Halloween, on voit que c'est quelqu'un, qui aime la vie, qui est assez rigolo.
Mais ce que j'ai vu là sur scène, d'un seul coup, elle était moins dans le contrôle, Mm. donc il y a des petites échappées où elle Oui, pouvait c'est vrai. plus être dans le contrôle, et j'ai vu mieux qui elle était. Elle a fait preuve d'humour, Oui. où elle a parfois brisé un peu les Mm. questions et les réponses en faisant preuve d'autodérision. Mm. Et là, j'ai vu Buffy. Et c'est là que je Mm. me suis rendu compte de ce que toi tu disais, c'est-à-dire Ouais, Buffy n'est pas que l'humour de Buffy n'est pas que celui de Joss Whedon, qui a pourtant un humour génial ouais. et qu'on retrouve dans plein d'autres de ses séries. Mais Mais Sarah Michelle Gellar aussi, ses cassures Mm. de ton, ses ruptures Mm. très drôles qu'elle a faites sur scène, elles étaient rares, mais elles étaient là. Ouais. J'ai dit, oh, je vois Buffy, et là, elle a pas de script, Ouais, et ouais, là, ouais. et en plus, c'est des moments, des quelques moments où elle était elle-même. En fait, des moments où je me suis dit, pourquoi tu ne fais pas plus ça? On a envie, en fait, parce Ouais, qu'il y a ouais, ouais. des moments où vraiment on disait, là, il y a une intuition de qui tu es, Mm. et tu es quelqu'un qui me semble intéressant. On a envie d'avoir ta voix est intéressante, mais Bah après, ouais. ce qui fait aussi qu'elle est en couple à Hollywood avec le même mari depuis 20 ans, c'est justement qu'elle est discrète. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais moi, tu vois, je me suis demandé du coup si dans Buffy, il n'y avait pas eu des moments d'improvisation Mm. où il s'était peut-être permis des choses avec Mm. Alison Hannigan, avec Nicolas Brandon, Mm. etc. Parce qu'il y a tellement. C'est le même humour que dans Buffy, Ouais. quoi, en fait. Hein. Je me suis posé la question. Je n'ai pas la réponse, mais. Ouais, à quel point elle a apporté des Ouais, choses, à quel vraiment. point où Ouais. Joss Whedon a écrit en pensant à elle, et Oui, donc a peut-être, écrit ouais. différemment parce Ouais. qu'il savait qu'elle était capable Ouais. de Avec le rythme aussi, voilà, que ça, exactement, de signifier, Mm. de lire, de jouer son Ouais, humour ouais. avec justesse, comme lui Ouais, il l'a ouais, écrit. ouais. Ce qui n'est pas le cas tout le temps. Par exemple, un film que j'aime beaucoup, qui est Alien Résurrection, Mm. qui a été écrit par Joss Whedon, mais qui a été mis en scène par Jean-Pierre Jeunet, Ouais, qui a fait tout à Amélie fait. Poulain. Tout à fait. Et bah, Jean-Pierre Jeunet ne comprenait pas l'humour Whedon. Donc moi, les blagues, je comprends comment elles auraient dû être dites, Oui. mais on sent que Oui. ça n'a pas été dit comme Whedon Oui, oui, aurait oui, voulu les bah mettre oui. en scène, ou comme les acteurs qui connaissent Whedon Bien sûr. les expriment. Bah oui, oui. Et donc ça, c'est assez chouette. Non, là, quelque chose de vraiment à ce niveau-là qui m'a vraiment étonné. Puis surtout, pareil, j'étais hyper surpris par son charisme. Pareil, je reviens sur Jessica Alba parce que voilà, on en Enfin, a la parlé. comparaison, bah oui, c'est- Et j'ai vu Jessica Alba en vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que Jessica Alba, je l'aime beaucoup dans Dark Angel, mais je trouve pas qu'elle soit très très bonne actrice. C'est une très belle femme en tout cas, ça, voilà. c'est sûr. Mais j'ai compris pourquoi il l'engageait dans les films. Ouais. Parce que quand je l'ai vue arriver, elle était sublime, mais elle avait un charisme extraordinaire. Ah ouais. Tout le monde s'est arrêté, il y avait des photographes qui étaient là, personne n'était capable de prendre la photo. Il y a eu vraiment un instant de 20 secondes d'arrêt Ah ouais. où tout le monde était bluffé Ouais. devant Jessica Alba. Et pareil, moi je suis aussi homosexuel, et malgré tout, Oui, mais bon. il y a quelque chose qui était magnétique. Évident quoi. Et voilà, c'était fou. À l'inverse, j'ai aussi eu l'occasion de croiser à 2 reprises Eva Mendes. Mhm. Et c'est fou parce que pareil, c'est une très belle femme, et je trouve qu'elle Ouais. est très très bien. Pour le coup, elle joue beaucoup mieux. Je trouve que Oui. Jessica Alba, elle est très juste. Et elle est invisible. Ah ouais. On la croise dans la rue, on se tourne pas sur elle. Ah, ça, alors. Elle était totalement invisible. Et là, en me voyant Sarah Michelle Gellar arriver, et j'ai croisé beaucoup de gens que j'admire au sein des conventions que j'ai organisées. J'ai vu beaucoup de gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et des fois, c'est des gens qui se disent, en fait, ils ont beaucoup de talent, mais ils sont assez lambda dans la façon de les voir. Et Sarah Michelle Gellar, quand elle est arrivée sur scène, j'étais scotché. Oui, oui, elle a quelque Alors, chose. évidemment, il y avait une robe, il y Oui. avait le maquillage, mais il y avait quand même quelque chose où le temps s'est suspendu. Oui. Toute la salle s'est arrêtée. Ouais. Et c'était la même chose quand elle a descendu les marches et qu'elle a fait ses empreintes. Mm. C'était un moment magique, il faisait très beau, il y avait du vent, tout le monde s'est tu. Alors que le mélange Sarah, mais il y a eu un moment où les gens finissent par se taire, parce que les gens savent, le mot est passé entre les fans qu'elle avait peur, et donc les gens se sont tus, et il y a eu un moment, voilà, elle faisait ses empreintes, Suspendu. elle s'est retournée vers nous, elle nous a fait un coucou, et c'était pareil, c'était magique, et c'était un moment assez étonnant, et donc vraiment j'ai aucun regret, parce que c'était un très 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 bon moment. Après, j'ai un moment un peu bizarre le soir, parce que voilà, on sort des détails un peu privés, mais mon père est décédé à Cannes, il y a maintenant plus de 20 ans, et je voulais aller me recueillir dans la rue où mon père est décédé, et il se trouve que Sarah Michelle Gellar dînait là. Ah oui, ça c'est. Et c'était très bizarre parce que je voulais m'y rester, donc finalement j'ai pas pu, parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir l'air d'être un harceleur, un fan bizarre qui reste, mais d'un côté, c'est que j'ai pas pu vraiment me recueillir, Ah et oui, en même je et d'un seul coup, en plus, j'ai eu les deux qui se sont liés, parce que finalement, je me suis mis dans Buffy, comme beaucoup de gens, parce que Buffy traite très bien du deuil, de la mort, de la dépression et des choses comme ça, et je me suis mis dans Buffy quelques mois après le décès de mon père, donc c'est pas anodin. Après, la série est arrivée aussi à ce moment-là, mais comprends. Ouais, je m'y suis plongé parce que c'était un refuge, une Mm. compréhension de ce que c'était que se sentir un peu triste, qu'est-ce qu'elle ressent des innocences, c'est-à-dire grandir, la dureté de la vie. bien sûr. Et donc les deux mondes se sont rencontrés, et c'était très très perturbant pour moi. Ah, j'imagine. De la voir là, Oui. dans un endroit qui est en plus intime pour moi, c'est l'endroit où... c'est sûr que c'est pas rien. C'est ça. Donc ma journée, voilà, c'était un peu une journée, un week-end un peu étrange, mais je ne regrette absolument pas d'y avoir été, d'avoir payé ses billets de train et ses Oui, bah oui. le dernier minute un peu cher, parce que je Ouais. pense que je suis pas sûr qu'on la reverra jamais. Non, je suis pas sûr. Et... Enfin, on sait jamais. Mm. On sait jamais. Là, avec sa nouvelle série, donc bon, il viendra peut-être tout à l'heure, mais Ouais. Dexter, donc Original Sin, Mm. peut-être que Elle refera une tournée, elle fera une tournée, j'en sais rien. J'espère. Mais ouais. Et toi, justement, au niveau de ses films, justement, son autre carrière, sa carrière cinéma, mais aussi sa carrière série, finalement, elle a fait beaucoup de choses. Ouais. Enfin, Buffy, son plus gros succès, c'est son rôle iconique. Ouais. Étonnamment, je suis très étonné, la génération qui est née après 95, Mm. pour eux, leur film iconique, ils connaissent Sarah Michelle Gellar, non pas par Buffy, Mm. non pas par Cruel Intention, mais par, est-ce que tu le sais, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ah oui. Pour eux, c'est Daphné. Alors pour moi, Scooby-Doo, c'est un film très mineur, Oui, je suis d'accord. à tous les niveaux, au niveau cinématographique ou au niveau de ce qu'est Sarah Michelle Gellar, et en fait,
la plupart des enfants Oui, de cette c'est génération-là, c'est un peu leur SOS fantôme à eux ou leur Gremlins à eux, alors que je trouve que ces deux films-là que je viens de citer sont Oui. bien supérieurs, mais pour eux, c'est vraiment un film d'enfant culte. C'est vrai, tu as raison. Et c'est assez incompréhensible, finalement, parce que je suis quand même très fan de ça. Alors moi, je préfère Scooby-Doo 2. Oui, étonnamment. pareil. Toi aussi? Oui. Parce que je le trouve beaucoup plus fidèle justement à l'esprit du cartoon. Très franchement, on sent bien que le premier film en fait a eu un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il voulait à la fois faire un film pour adultes, enfin je pense que l'idée de base c'était ça, avec des décolletés plongeants des actrices, un côté quand même cartoon mais sexy quoi. Et en fait, c'est pas passé auprès des producteurs, tout ça. Donc, ils ont remis des décolletés de manière numérique, etc. Ils ont ajouté de l'humour, des scènes un peu grasses, etc. Donc, on sent que le premier film, je trouvais, se cherche un petit peu. Le premier est un peu vulgaire, ça vraiment des Ouais, il y a un peu... Bon, il n'y a pas Pamela Anderson au milieu, il y a... Enfin bon, bref, pourquoi pas, mais... alors que le 2 est vraiment dans l'esprit, je trouve, du cartoon, quoi. Mais oui, c'est marrant, effectivement, parce que c'est, même sur Instagram, etc., Daphné, ça revient énormément, quoi. Ça, c'est un mystère. Et toi, c'est quoi ton film préféré de Sarah Michel Gellar ou tes films préférés de Sarah Michel Gellar? Alors ouais, je pourrais pas t'en citer un seul, évidemment. C'est pour ça que je suis gentil de l'idée. En plus, j'aime pas le côté binaire très Twitter, très réseaux sociaux, de dire quel est ton Spider-Man préféré, ton Batman préféré. Merci. On a le droit de... Je te remercie. On a le droit d'aimer plein de choses, en fait. Je te remercie. Alors, bon, évidemment, moi, je suis un super fan de Sex Intention, Cruel Intentions, qui reste un de mes films préférés, vraiment, au monde. J'aime beaucoup en VF, je trouve que c'est une des rares VF, je trouve aussi bonne, voire meilleure que la VO. Je trouve que Claire Guyot, qui est la voix française de Sarah Michel Gellar dans la plupart de ses œuvres, fait un travail génial. Et puis il y a quelques petites expressions concoctées à la française, un petit peu étranges, mais très spécifiques à la verve française et qui donne un résultat assez cocasse. Oui, et puis les dialogues sont quand même bien crus, quoi. Après, moi, il y a un film que j'adore, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est Southland Tales, même s'il a été mal reçu à Cannes. Je trouve que c'est un film qui est vraiment dans la lignée de David Lynch, avec cet univers comme ça, très onirique, très à part. Je pense que c'est un film, et j'en parle dans mon livre, qui est déjà en train d'être réhabilité, et qui le sera encore dans les années à venir. C'est vraiment une petite bombe, en fait, qui parle vraiment de l'Amérique, encore d'aujourd'hui d'ailleurs. Avec un personnage qu'elle a coécrit presque, qu'elle a façonné avec Richard Kelly, donc de Star du X en fait, et elle est très drôle dedans, vraiment très belle aussi. Après, le personnage est un peu bizarre parce que moi j'ai lu le comics qui sort de préquel, et c'est vraiment que dans le comics, c'est le personnage très intelligent et un peu manipulateur, qu'elle n'est pas tellement dans le film, donc ça c'est un peu étrange, mais effectivement, moi je suis très fan, un de mes films préférés au monde, c'est Donnie Darko. Et ce qui fait que j'étais très impatient de voir Southland Tales. Et alors, la version cinéma est un peu étrange, j'ai beaucoup aimé longtemps, mais j'avoue que depuis que j'ai découvert la version diffusée à Cannes, donc une pseudo-director's cut, celle qui est le plus proche de ce que Richard Kelly voulait faire, qui est sortie il y a 2 ans, je la trouve bien supérieure, et je retrouve même des sensations émotionnelles que j'avais dans Donnie Darko. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Mais enfin, je trouve que voilà, c'est un très bon film qui a été vraiment, je sais pas, mal compris, mal interprété, enfin c'est dommage. Et il y a un autre film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Véronica décide de mourir, qui est une adaptation d'un roman de Paulo Coelho, où elle fait une vraie prestation. Regardez Véronica décide de mourir. Peu de gens l'ont vu, mais... c'est un très beau film, qui rejoint quelques thématiques liées à Buffy, comme la mort, le deuil, le suicide, comment on reprend goût à la vie, en fait. C'est aussi une belle histoire d'amour. C'est vraiment un film très touchant, que j'aime beaucoup, quoi. Moi j'avais adoré aussi The Air I Breathe, qui pour moi aurait pu totalement faire décoller sa carrière au cinéma. Je trouve qu'elle est très juste, elle a toujours qu'elle a des tics de jeu des fois qu'on retrouve un peu trop d'un film à l'autre, d'une série à l'autre. Et dans celui-là je trouve qu'elle les brise totalement. Alors il y a Forest Whitaker, il y a Julie Delpy, Brendan Fraser, Kevin Bacon. C'est ça, c'est incroyable comment il s'appelle, qui joue dans Le Parrain. Andy Garcia. Enfin voilà, c'est hallucinant. C'est un film choral à la Magnolia, assez étonnant. Très bien joué, très bien interprété, ou en plus je pense qu'elle n'avait pas eu de mal à jouer parce que justement c'est sur une chanteuse harcelée par ses fans, par les paparazzis, donc on sent qu'elle le vit et qu'elle sait le jouer. Et le problème c'est qu'en fait au moment où le film est sorti, la boîte de prod a fait faillite. Et ça lui est arrivé quelques fois, malheureusement. Voilà, et ce qui fait que c'est un grand film qui n'a été très mal distribué. Je crois que le titre français, qui n'a aucun sens, c'est... État de choc, pourquoi pas. Voilà, mais vous pouvez le trouver, il est sur les plateformes, je crois qu'il est sur Amazon, le DVD, les Blu-ray existent, donc n'hésitez pas, parce que franchement, c'est un bon film, très bon film. C'est une belle expérience. Là aussi, on voit que c'est une grande actrice, franchement. Et en série, en delà de Buffy? Alors en série, j'avoue que je suis très fan de Ringer.
et que j'ai été hyper frustré qu'il n'y ait pas de saison 2. Mm. Mais vraiment, tu peux pas t'imaginer. Franchement, j'aurais cassé. Tu l'aurais produit toi-même. Ouais, franchement. T'avais pu. Ouais, vraiment. Acheter Lettre à Sarah, que Stéphane puisse Oui, avoir les merci, fonds s'il pour vous plaît. 15 ans après, 10 ans après, Faire une saison produire. 2. Ou un téléfilm au moins, Oui, c'est ça. d'une heure et demie pour conclure. C'est ça. Alors pendant très longtemps, on a dit que la saison 2 de Ringer n'avait pas été faite parce que les audiences étaient assez moyennes. Je crois que c'est un choix en fait de Alors qu'en dire fait, plus ou moins. Voilà, elle l'a dit dans une interview il y a 1 ou 2 ans qu'en vérité, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte donc de son deuxième enfant et qu'elle se sentait pas du tout d'avoir un emploi du temps aussi chargé, d'autant qu'elle joue donc 2 personnages et qu'on la voit encore plus que dans Buffy, hein, presque. Donc en fait, d'après ce qu'elle dit, ce serait elle qui aurait décidé d'arrêter le contrat. Ça. Ce qui est dommage, ils auraient quand même pu Ouais. effectivement dire, bah à ce moment-là, quand une fois que t'as accouché, Ouais. on fait au moins Bah, une c'est ça, conclusion, un quelque chose. téléfilm Mais... pour conclure, mais ouais. Bah, Et sauf qu'elle toi elle est maudite, hein, parce qu'elle a effectivement, elle fait que depuis Buffy, elle n'a fait que des séries d'une saison, Ouais, que des pilotes qui n'ont Ouais. pas été vus. Moi, la suite de Cruel Intention avec elle, j'ai vu Ouais. le pilote moi aussi. sans être extraordinaire, Non, c'était quand même mais hyper chouette c'est pour du chouette, soap. Franchement. La scène finale est quand même très Ouais. couillue, c'est le cas Ouais. de le Ouais, dire. c'est très très cool, voilà, on est d'accord. Si On vous est avez l'occasion de le sur voir. l'idée de la sexualité féminine, Ouais, samedi, c'est ouais. et qu'elle l'ait tournée surtout. Oui, oui, c'est vrai que c'est Euh, assez surprenant. Je trouve ça très très fort et Ouais. je pense que c'est d'ailleurs qui a fait peur à NBC à l'époque. Oui, sûrement. Donc là, il y a un nouveau Cruel Intention qui va Ouais. commencer sur Amazon. Non. Je suis sûr qu'elle fera une apparition. Je suis sûr que si ça marche, ils vont Tu l'inviter penses dans la saison 2. Ouais, Ils ont invité l'acteur noir qui jouait déjà dans le C'est ça. film, qui s'appelle Sean Patrick Mm. quelque chose. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, l'abondance donne pas envie, quoi. Enfin, je sais pas si tu. Bah, c'est du Elite, Ouais, du voilà, sous-Elite, du on est Gossip Girl. On verra. Moi, des fois, je me suis parfois été surpris par ce genre de séries Ouais, qui sont vendues de façon un peu sulfureuse et qui, des fois, ont plus de substance qu'on ne croit. Donc, à voir. peut-être. Mais j'aurais bien voulu voir cette version-là, Mm. celle qui devait être faite il y a quelques années. Et après, bah, moi, Wolfpack, comme tout le monde, en fait, ça met beaucoup de temps. Après, c'est Mm. très rigolo parce que bon, voilà, c'est de très jolis acteurs, les comédiens, Oui. les comédiens sont très jolis, c'est joli de les regarder. C'est bien fait. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que Sarah Michelle Gellar, le personnage, finit uniquement par vraiment prendre de l'ampleur que dans le dernier épisode. Ouais. Et en plus, une ampleur intéressante. Je pense que Oui, Sarah tout à Gellar fait. a plus d'espace pour jouer, pour le jeu, pour On donner de retrouve la un peu nuance. Buffy quand même aussi, Ouais. hein, dans le dernier Et ce épisode. qui fait que c'est dommage parce que je me suis dit, bah en fait, j'arrive à la fin et j'ai envie d'avoir la suite. Oui, moi aussi. Parce que d'un seul coup, toute l'histoire, la mythologie, le cas, les personnages gagnent en substance, gagnent un petit peu s'étoffent Ouais, et ouais. ça donne envie d'avoir une suite. Et malheureusement, bah Ouais. voilà, les gens qui s'intéressent voir Sarah Michelle Gellar, le problème c'est que dans les premiers épisodes, dans les 5 premiers, elle est là 5 minutes. Les 2-3 premiers sont un peu plus faibles au niveau scénaristique que la suite. Et ça finit par prendre un peu d'ampleur, avoir un côté un peu slasher, film d'horreur dès le 5e où il y a un loup-garou qui court après les jeunes, qui veut les tuer. Et là, d'un seul coup, on gagne plus en tension et c'est beaucoup plus fun à regarder. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, pareil, il n'y Mais a pas eu alors, de. là aussi, tu vois, d'après ce que j'ai lu, les audiences étaient quand même assez bonnes en fait. Ouais. Et ils avaient vraiment prévu de faire une saison 2. D'ailleurs, ils ont tous signé pour une saison 2. D'accord. Mais en fait, il y a eu la pandémie au milieu. Les scénarios ont pris beaucoup de retard dans l'écriture. Et du coup, en fait, il y avait un tel gap entre la saison 1 et le tournage de la saison 2 qu'en fait, les producteurs ont jugé que c'était mieux d'arrêter parce que les gens n'allaient pas se souvenir de la saison 1. Quoi. Et t'avais vu sa série avec Robbie Williams, The Bien Crazy sûr, Ones? The Crazy- Oui, bien sûr, je l'ai en DVD. J'aime beaucoup cette série, écoute, que je trouve très drôle, très fine aussi, où on sent que là, elle s'éclate, vraiment. Vraiment, le duo Sarah-Robin Williams fonctionne. Elle fait sa très fille, bien. sa fille dans une agence de pub. Ouais, et c'est très très drôle. Et je suis vraiment, je trouve ça vraiment dommage qu'on l'ait pas eu en France. Je trouve ça assez mystérieux. C'est quand même une série qui a marché. Sauf que Claire Guyot, elle a doublé. Je sais que elle avait dit sur les réseaux, je viens de doubler la série Robbie Williams, c'est chouette. Oui, en plus. Mais effectivement, ça n'a. Bon, bref, mais si vous avez l'occasion de la trouver, franchement, c'est une super série. C'est des épisodes assez courts de 20 minutes, je crois. Oui, c'est format sitcom. Ouais, voilà, c'est très drôle. Moi, j'aime pas. Ah, d'accord, merci. Ce qui me rend triste, parce que je trouve effectivement que Sarah Michelle Gellar est exceptionnelle dans la comédie. Ouais. Elle est déjà très bonne dans les épisodes drôles de Buffy. Et je trouve que pour moi, au cinéma, c'est ça qu'elle devrait chercher en fait. Ouais. Ce sont des rôles comiques en fait. On l'y attend pas, mais je trouve qu'effectivement dans The Crazy Ones, j'aime pas trop l'écriture, mais je la trouve elle excellente. Ouais, elle est très bonne. Elle a un sens, encore une fois, comme on l'a dit, comme on l'a vu sur scène à Cannes ou comme on voit dans Buffy, elle a un sens du rythme dans la comédie qui n'est pas donné à tout le monde et je la trouve très très lumineuse dedans et je pense que voilà, on la considère un peu comme une Scream Queen, une reine de l'horreur parce qu'elle a fait Scream, parce qu'elle a fait The Grudge.
parce qu'elle a fait Souviens-toi Souviens-toi l'été dernier, et quelques après films un peu plus obscurs, voilà. Possession, tout ça. Mais elle est très très bonne dans la comédie. Ouais. Il faudrait qu'elle persévère. Sarah Michelle Gellar, Sarah, si tu vois cette vidéo, Persévère. tu ne la verras jamais, en plus c'est en français, mais tu devrais faire de la comédie. Mais voilà, je sais pas vous, dites-nous aussi vous, quels sont vos films préférés de Sarah Michelle Gellar, vos séries préférées de Sarah Michelle Gellar. Elle a fait quand même pas mal de choses, effectivement, et moi c'est pareil, ça fait aussi des années que je me dis, mais pourquoi Sarah Michelle Gellar? Je sais que discrètement, mais quand même, c'est un soutien queer, elle aime ses fans gays, elle l'a montré au moment de la promo de Wolfpack. Ouais. Pourquoi elle n'est pas dans Drag Race? Ah, Et miracle, et miracle. elle a Oui, fait elle a l'émission RuPaul Drag Race Ouais. américaine il y a maintenant quelques mois, Ouais. et elle était plutôt bien. Ouais, elle était très bien. Ouais, franchement, elle était très bien. J'ai eu du mal à trouver des extraits par contre sur YouTube. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Mais T'as pas vu l'émission en entier? Non, j'ai vu que des morceaux. Mais oui, très drôle. Et puis voilà. Non, l'émission entière est très chouette parce qu'elle fait plein de blagues, je sens qu'elle est hyper à l'aise. À un Ouais. moment donné, elle a fait une blague entre il y a quelqu'un qui voulait chanter façon Cher, justement, et sauf qu'elle chantait comme une grenouille. Ah, d'accord. Et elle a fait une espèce de vanne un peu déplacée, mais très drôle. Elle a dit c'est Chermite. C'est Ça très drôle. m'étonne pas. Et à un moment donné, pareil, elle place un truc. Ça fait longtemps qu'elle voulait faire une blague sur le fait que son mari s'appelle Freddie Prinze Jr. Et elle dit I'm a mère Prince. Et voilà, elle est pareil, hyper contente de sa blague. Mais après, très à la Michelle Gellar, par contre, après, elle va voir les queens, donc les dragues de l'émission en coulisses, et elles lui disent quelle tenue tu préfères. Et comme toujours, elle ne veut pas se prononcer quand on lui demande ta série préférée, ton film préféré, soit dans ce qu'elle a fait, soit dans ce qu'elle voit elle-même. Elle ne veut jamais se prononcer sur ses goûts personnels. Et là, c'est pareil. Quelle tenue tu préfères? Quelle queen est ta préférée? Et elle dit, ah bah d'après vous, bah regardez moi. Voilà, la réponse politiquement correcte. Oui, bon. Ben, Très Sarah Michelle Gellar. mais je crois que c'est les Américains aussi, ça quand même. Hein, C'est très, parce qu'elle est très formatée. En fait, elle a commencé tellement jeune qu'elle sait que voilà, faut paraître, le paraître est important et attention. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois sur scène, on l'a vu, elle a des choses à dire. Oui, donc, tout à fait. Carrément. c'est frustrant. Ouais. Mais même quand elle a fait récemment, malheureusement, elle a réussi à participer à l'émission podcast de sa meilleure amie, Shannon Doherty, Prue dans le Charme, qui nous a quittés il y a maintenant pareil quelques mois, avant le décès de son cancer, et elle participe à l'émission, donc elle est avec sa meilleure amie, donc à ce coup on la sent à l'aise, mais c'est pareil, on sent qu'elle tient un peu les choses, parce que d'un côté on sent qu'il y a des petites échappées. Oui, je l'ai écouté ça, effectivement, on sent aussi, il y a un tiraillement. C'est ça, que d'un côté, elle avec sa meilleure amie, elle a envie de dire des choses, et au final, elle parle plus de Shannon Doherty que d'elle-même, en fait. Mais voilà, mais pareil, je vous invite à c'est un très beau moment, parce que tous les moments avec Shannon Doherty sont des moments, on est, je pense, ni l'un ni l'autre très fans de Charmed. Non. Mais leur amitié est belle. Moi, j'aime beaucoup Shannon Doherty quand même. Et les premières saisons de Charmed, je dirais les 3. Oui, la première, moi j'aime beaucoup la première, plus mature, plus mûre. Qui est plus dans l'esprit de Buffy aussi. Exactement. Mais oui, c'était une belle amitié, quoi, c'est sûr. Il y a plein de choses pendant la pandémie, on a pu faire plein de choses, elles se sont lâchées. C'est peut-être le moment où Sarah Michelle Gellar était plus elle-même. Oui, je pense. Pendant la pandémie, il y a plein de petites vidéos d'elle où il y a. Voilà. Où elle se marre comme une folle. C'est ça, et ça c'est top. Mais non, bah écoutez, dites-nous vous, voilà, quel est votre rapport à Sarah Michelle Gellar, quel est votre rapport à Buffy, comment elle incarne Buffy, est-ce que vous auriez imaginé quelqu'un d'autre dans le rôle de Buffy? Voilà, dites-nous tout. C'est pareil, d'ailleurs, Sarah dans le rôle du Buffy robot, exceptionnel aussi. Exceptionnel. C'est vrai, tu as raison de le souligner. Oui, une performance extraordinaire. Je me souviens même, bon, j'étais jeune, donc quand je l'ai vu, j'ai eu un doute à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment construit un robot? Tellement, tu vois, j'ai vraiment... Que je vais acheter et emmener chez moi. Mais ouais. Et puis non, c'est fort. Après, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi Sarah Michelle Gellar, contrairement à plein d'autres acteurs de Whedon, elle part avec Joss Whedon. Alors maintenant, on comprend mieux pourquoi. Oui. Mais j'avais regretté justement comme elle porte tellement bien la voix de Joss Whedon. Et par contre, je suis rentré récemment dans un fantasme. Tu vas dire ce que t'en penses. Mais en fait, j'ai lu beaucoup que voilà, Kyle Flanagan était très mécontente d'avoir appris que Sarah Michelle Gellar partait de la série dans un magazine et qu'elle l'ait pas dit elle directement sur le plateau ensemble. Dans le livre, Exactement, mais également que c'était devenu très compliqué entre les deux actrices à un moment donné, à partir de la saison 4-5, que c'était pas évident, qu'elle y en voulait. Voilà, qu'il y avait des tensions. Mais je me suis aussi dit que Sarah Michelle Gellar a été une star très jeune, elle a fait All My Children, La Force du Destin, un soap. Elle a eu une récompense pour ça. C'est ça, qui en a fait une star, donc elle arrive Buffy, c'est déjà une petite star, là où Elsa Flanagan n'était personne. Et Elsa Flanagan fait ce petit film qui s'appelle American Pie, et puis on a eu un 2, un 3, et clairement, dès le deuxième American Pie, Alison Hannigan est la star d'American Pie, en fait. Avec sa fameuse réplique de la flûte, où elle est très discrète dans le premier, mais la réplique de la flûte qui fait qu'elle... On s'en souvient. C'est ça, en plus c'est intéressant, parce que ça parlait beaucoup, au final c'est un peu une vanne, mais c'est quand même dire beaucoup de choses sur la sexualité féminine, qui à l'époque était quasiment inexistante. C'est ça. Et je pense que, mais encore une fois là c'est mode dans le fantasme, mais je pense que ça a peut-être mis des tensions,
comme on a beaucoup dit aussi que Joss Whedon et que beaucoup de producteurs masculins ont tendance sur les tournages à créer des animosités entre les actrices. C'est sûr que ça s'est produit sur pour avoir du contrôle et pour éviter que, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est cultivé de Sarah Michelle Gellar était la star, Alison Hannigan est une nouvelle star maintenant, et créer des animosités entre les deux pour un peu avoir du contrôle. Et... Alors c'est très intéressant ce que tu dis, et je pense que c'est possible. Et en même temps, je te dirais, je ne sais pas si tu connais ce film, si vous connaissez ce film qui s'appelle Boys and Girls. Donc il y a un film qui met en vedette Freddie Prinze Jr. Et Claire Forlani, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, dans lequel Alison Hannigan a un petit rôle. Et je pense que quand même, Sarah a dû jouer les intermédiaires en disant, bah, tiens, il y a un rôle peut-être pour toi, Alison. Parce que quand même, Sarah est quelqu'un qui aime créer du lien. C'est quand même quelqu'un qui aime fédérer, quoi, clairement. Et je me dis, alors, je sais pas, tu vois, je suis... Moi, c'est pour ça, dites-nous votre avis, si t'as du fantasme de ma part, c'est pour ça que je dis vraiment ce mot-là, c'est moi qui... Ouais, mais c'est intéressant. Qui imagine, en sachant que ce qui est chouette, c'est que voilà, on a parlé beaucoup de tension, mais c'est que depuis qu'on savait qu'elle était très amie de Jack Green et Michel Trachtenberg, mais que depuis, elle se retrouve le fait de finalement de faire un peu front contre Whedon, même si voilà, vous savez un peu la vie d'elle et le mien là-dessus, mais voilà, on a beaucoup de photos avec, elles ont été voir Taylor Swift avec Green voilà, exactement, Anya McCaulfield, exactement. Enfin voilà, il y a des retrouvailles qui se font, il y a des échanges qui se font. Donc ça c'est plutôt chouette. Et d'ailleurs en 2 mots, parce qu'on va pas revenir dessus, c'est un long et on va surtout passer bientôt aux questions en 2 minutes. Mais quel est ton avis en quelques mots, je sais que c'est pas évident, mais sur cette affaire Whedon, on a un peu plus de recul. Il a pas mal disparu, maintenant ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a plus de nouvelles. La dernière fois qu'on l'a vu, moi ça m'a fait plaisir quand même de le voir. C'est au mariage de J. August Richards, qui fait Gunn dans Angel, qui s'est marié avec son mari récemment. C'est vraiment l'épisode le plus queer de Buffy T20 qu'on ait fait. Mais voilà, qu'est-ce que cette affaire m'évoque Écoute, je pense qu'il y a eu, comme tout le monde, une déception dans les premiers instants où j'ai appris ça. Après, c'est toujours pareil, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction entre l'homme et puis l'artiste, et puis bon, c'est toujours la problématique. J'ai pas de réponse à ça. En tout cas, je pense que quand même Buffy reste à 50% de Joss Whedon, bien sûr. Mais il y a aussi 50% les scénaristes, 50% les acteurs, 50% l'équipe technique, etc. C'est pas que Joss Whedon, quoi. Buffy n'appartient pas qu'à lui, en fait. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Je veux dire, c'est... Voilà, mais je pourrais pas te dire plus. Dans la dernière interview qu'il a donnée, je sais plus pour quel magazine, il avait l'air honnêtement déconnecté de tout et de se rendre compte de rien, quoi. Et pourtant, les accusations sont quand même graves, je veux dire. Donc, je pense que voilà, il était tellement porté au nu, pour moi c'est un peu, il a besoin de redescendre sur terre. Il y avait tellement des gens qui avaient des tatouages et des t-shirts, Joss Whedon is God, Joss Whedon est Dieu. Je pense qu'il a besoin de prendre son petit parachute et de descendre à son rythme, parce que s'il descend trop vite, je pense que c'est dépression. Il a besoin d'un peu de déni pour arriver. En plus, je pense qu'il y a des choses que lui ne peut pas dire. Des gens, dont Yael, ont travaillé avec Charisma Carpenter, et elle a été insupportable sur beaucoup de conventions et sur beaucoup de tournages. Elle a été exécrable. Il y a des gens que je connais qui ne peuvent plus regarder Buffy à cause de Charisma Carpenter, ce qui fait que, et depuis, elle a eu vent de ça, donc depuis elle a corrigé son comportement et ça se passe beaucoup mieux. Et elle est invitée maintenant, j'ai vu qu'elle faisait des choses. Exactement. Et non mais c'est vrai, elle finit par plus en faire. C'est son agent qui va dire que tu n'es plus invité parce que tu es insupportable. Et ce qui fait que je pense que Whedon, ce qui est compliqué, c'est dans un monde qui est très bien, très progressiste, très woke, et où on accuse les hommes d'abus, ce qui est une très bonne chose, mais c'est peut-être compliqué pour lui de dire je veux bien concéder certaines choses, mais Charisma Carpenter n'était pas professionnelle. On sait qu'elle, que ça avait été sous-entendu, elle l'a dit elle-même, qu'elle connaissait pas ses répliques, qu'elle avait besoin d'un coach pour reconnaître ses répliques, et pour lui c'est insupportable, une actrice connaît pas ses répliques, ça va être très compliqué sur un tournage, donc je pense que c'est peut-être compliqué pour lui de dire d'accord, je vais bien concéder certaines choses, mais quand même vous dire aussi que Charisma Carpenter, tout ce qu'elle s'est pris dans la tête, est en partie peut-être parfois illégitime, et d'autres fois illégitime parce qu'elle a un comportement compliqué. Et comment tu dis ça dans le contexte actuel, en fait. C'est sûr. Et on sait aussi qu'il y a eu des tensions avec James Masters, Spike, et qu'il y avait balancé quand même, qu'il avait balancé un peu 2-3 trucs aussi sur lui quand même. Le problème, c'est qu'il voulait pas Joss Whedon. D'un côté, il est merveilleusement bien, c'est très ambivalent, merveilleusement bien écrit Spike, et en même temps, il en voulait pas, parce que dès la saison 2, il voulait que Spike parte, et que la chaîne a fini
par Ouais. lui imposer parce Ouais, qu'il avait ouais. une popularité énorme et tout ce qu'il voulait c'est que Spike soit détesté pour le tuer, d'où la saison 6 le viol et les gens ont continué à Oui, aimer Spike et ils passaient leur temps à dire on veut tout faire pour que les gens détestent Spike, les gens adorent Spike quoi qu'il arrive parce c'est qu'effectivement fou. ce qu'a dit Jeff Masters il le jouait de façon romanesque et romantique avec beaucoup d'empathie et d'humanité parce qu'il avait besoin de ce job Bien pour sûr. payer ses factures Bien sûr. et que c'est pour ça et puis après il a fini par vraiment aimer la série et aimer dedans. Mm. Donc c'est un compliqué parce qu'il y a tout, j'ai eu tout et son contraire sur Ouais, ouais, le ouais. rapport de Joss Whedon à James Masters et à Spike. Mm. C'est intéressant. Il y a peut-être qu'un jour on aura ou pas plus de choses. Plus le C'est temps vrai. passe, plus les gens s'expriment. Oui, 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 oui. Donc Peut-être qu'on aura la réponse, je crois. exactement. Il est temps de passer, après avoir parlé 1 heure de Sarah Michelle Oui. Gellar, aux questions en 2 minutes. Stéphane n'aura que 2 minutes pour répondre à la question, pas Ouais. moins, pas plus, pour s'exprimer bien sur un sujet en lien avec Buffy. On va quand même revenir un petit peu sur Buffy. Et une fois n'est pas coutume, je vais te montrer un tweet que j'ai trouvé très juste sur la relation Buffy et Spike. Et je veux en 2 minutes que tu me donnes ton avis. Donc vous, le tweet va apparaître très bien sur votre écran. Donc le tweet dit que, eh bien, pour la première fois dans cette scène de Buffy, un homme qui a blessé Buffy prend enfin, eh bien, ses responsabilités plutôt que de justement lui rejeter la responsabilité sur elle. En 2 minutes, est-ce que tu peux me dire, eh bien, ce que tu en penses? C'est parti. Écoute, je trouve ça très intéressant. Je l'avais pas forcément perçu, tu vois. Ça me fait réaliser, prendre conscience de quelque chose. Ça me fait prendre conscience, encore une fois, que la série, elle peut être vue, revue, revue, et on peut y voir encore des choses supplémentaires à chaque fois. De toute façon, Buffy, c'est la série féministe par excellence. Donc forcément, dans cette série, les hommes, effectivement, prennent conscience de leurs actes, de leurs erreurs. Et c'est vrai que ce début de saison 7, on a vraiment un Spike qui s'en veut à mort, qui se jette sur une croix dans une église, etc. et qui souffre le martyr, en fait, hein, effectivement. Et ce que je trouve intelligent, en fait, dans la saison 7, c'est que finalement, l'histoire d'amour aurait pu reprendre aussi entre Buffy et Spike, et c'est pas du tout le cas. Il y a quand même on est un peu dans le pardon, quoi, finalement. Hein. Et même la scène de fin, tu vois, sous l'éclairage maintenant de ce que tu viens de me montrer, on peut se dire qu'en fait, quand elle lui dit je t'aime, c'est aussi peut-être une manière de lui dire je te pardonne, tu vois. Donc je trouve ça très beau, en fait, que tu me montres ça, et ça éclaire la saison 7 d'une autre manière. Mais oui, moi je trouve ça bien, effectivement, qu'ils prennent ses responsabilités comme ça. Je trouve ça. En fait, c'est un peu la seule manière aussi de rendre encore Spike attachant et de poursuivre l'histoire. Parce que sinon, je veux dire, vu la tentative de viol sur Buffy, enfin, je me dis, les scénaristes n'auraient pas pu trouver autre chose, quoi. Il me semble. C'est vrai que si on compare avec Riley et Angel, c'est sûr que Riley lui rejette la faute dessus. Tu as raison. Et finalement Angel se casse, quoi. Finalement Angel il part à Los Angeles et puis bye bye, quoi. Donc c'est vrai que Spike, de toute façon Spike c'est peut-être un des personnages finalement, malgré ses erreurs, les plus matures finalement aussi de la série, et finalement le simple fait qu'il tombe amoureux de la tueuse aussi, mais qu'il aille au bout du bout, c'est aussi une réaction d'homme mature, quoi, en fait, hein, quelque part. Oui, donc je trouve ça super. Oui, effectivement, moi, quand j'ai vu ce tweet, je trouvais ça très juste. Je me suis dit, pareil, ça m'a fait réaliser quelque chose, comme tu dis, la relecture de Buffy peut être infinie. Oui. Mais effectivement, que Riley, c'est parce que tu es une femme forte, parce que tu m'ignores, parce que ta mère est malade, parce que tu me fais sentir moins qu'un homme, je t'ai trompé et donc je m'en vais. Et c'est un peu de ta faute, même si Xander lui dit que les choses sont plus complexes que ça et qu'il faut le retenir aussi. Il a pas tort, les choses sont toujours plus nuancées, plus complexes. Une relation, ça se fait à deux. Mais pareil, effectivement, Angel, on a couché ensemble, tu m'as rendu mauvais, tu m'as transformé en monstre parce que j'ai eu un moment de bonheur à cause de toi. Je ne peux pas être avec toi parce que, et elle a toujours l'impression qu'elle est un peu l'objet de la souffrance d'Angel et l'objet de la souffrance de Riley, là où effectivement Spike lui dit non, je prends ma responsabilité, alors qu'il a très bien pu dire la même chose, hein. Beaucoup de gens disent effectivement, ce qui est vrai, Buffy aussi a abusé de Spike dans la saison 6 à maintes reprises quand elle est invisible et tout ça, et qu'à un moment donné on pourrait dire en même temps peut-être que Spike quelque part lui rend la monnaie de sa pièce, etc. Ce qui est horrible à dire, mais en réalité les choses, un viol n'est jamais acceptable, mais leur relation est tellement toxique toute la saison qu'on pourrait dire c'est dans la continuité, alors qu'en fait ce qui est très bien c'est que peu importe, peut-être que Buffy aussi a des excuses à faire, mais indépendamment de ça, c'est pas parce que ça s'annule pas, c'est pas on s'est fait du mal donc tout va bien, c'est peut-être que Buffy a des excuses à lui faire, mais en tout cas que Spike lui fasse et lui dise j'ai une responsabilité dans ce que j'ai fait, tu n'es pas la source et la raison de ce viol, ce qu'on dit beaucoup aux femmes, tu as porté une jupe trop courte, c'est toi qui as provoqué ça, c'est un peu ça l'idée, et je trouve qu'effectivement cette scène qui est magnifique, qui pourrait être analysée dans plein d'autres raisons, mais je trouve qu'effectivement c'était très juste de dire d'un seul coup, Spike dit
j'ai fait une bêtise, j'ai assumé, j'ai récupéré mon âme, je suis revenu, et je te dis ce que je l'ai fait, et je te dis que je veux m'excuser, je te dis que ça prendra le temps qu'il faut pour que tu me pardonnes, et que tu puisses m'aimer à nouveau. Et je trouve ça quand même extrêmement fort. Et en plus, sur l'idée de rédemption, ce qui manque un peu à Joss Whedon, c'est-à-dire que Charisma Carpenter, on le dit à l'instant, elle a fait des bêtises, on lui a dit, ça se passe mieux sur les conventions et sur les tournages. Joss Whedon, le problème, c'est que pour l'instant, lui qui a fait beaucoup de séries sur la rédemption, ce qui je trouve intéressant, c'est qu'Angel est un monstre pour beaucoup, c'est un héros pour d'autres, tout comme c'est le cas pour Whedon. Plein de gens ont exprimé comme Felicia Day, à l'inverse, Whedon était quelqu'un de très important dans leur vie, qui l'avait aidé. Felicia Day qui joue dans Dr. Horrible et qui fait Vi dans Buffy, la tueuse, puis tueuse rousse. Mais voilà, et je trouve que voilà, peut-être ce qui manque à Whedon pour l'instant. Et Charisma Carpenter l'avait dit, elle a dit, moi je suis prêt à lui pardonner. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'a pas exprimé d'envie de rédemption et de pardon. C'est ça. Donc voilà, fais comme Spike. fais comme Spike. C'est notre conseil. Top, écoute, je suis impatient de savoir quelle question tu vas me poser. Donc, cher David, comme tu le sais peut-être, il y a une trilogie consacrée à Buffy qui a été écrite par Kendall Blake, qui s'appelle, donc le premier tome c'est À chaque génération, le deuxième tome c'est Une seule élue au monde. Donc ça vient de sortir, c'est sorti assez récemment chez Hachette, voilà. Il y a eu plein de romans Buffy, chez Fleuve Noir dans les années 90-2000, il y a eu les comics, il y a eu le reboot Buffy. Et donc je voulais savoir un peu ton avis sur tout ça, et si tu pensais que toute cette littérature-là apportait quelque chose, c'était intéressant, s'il y avait des choses que tu aimais, des choses que tu aimais pas, voilà, ton avis un peu sur tout ça. Moi, je trouve toujours chouette quand t'aimes un univers de pouvoir l'explorer. Après, pour moi, je trouve ça bien pour deux raisons. J'aime bien quand c'est canonique, quand on dit que c'est dans la continuité. Ça officialise un peu les choses, mais j'aime bien surtout quand c'est qualitatif. Peu importe si c'est canonique ou pas, en fait. Je veux dire, moi, j'ai pas du tout aimé, contrairement à beaucoup, la saison 10 en comics. Elle est canonique et je suis un peu déçu qu'elle soit canonique puisque je ne l'aime pas. Alors que Buffy, c'est un quasi sans faute au niveau de la série version télé. Après, voilà, ce que je trouve, c'est qu'il y a deux types de personnes qui écrivent pour Buffy. Il y a ceux qui écrivent en comprenant l'idée qu'il y a de la substance, qu'il y a des métaphores, qu'on dit des choses sur l'éthique, sur la philosophie, sur la psychologie. Et ceux qui ne le comprennent pas et qui voient plus le fantastique, quelque chose de plus premier degré, façon, j'ai envie de dire, Scooby-Doo de Charme. Désolé pour les fans de Charme. Mais voilà, Charme post-saison 3. Mais ce qui fait que je trouve que j'aime... En fait, il y a deux choses qui sont importantes, retrouve ça, et la voix des personnages. Buffy, Spike, Willow, Xander, Giles ont une voix, ont une intonation particulière, et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas aimé la saison 8 de Buffy. Moi, je l'ai beaucoup aimé, parce que même si l'histoire est un petit peu étrange, j'entends Sarah, j'entends Anthony Stewart Head, c'est écrit par Joss Whedon, par Dennis Benson, par les gens qui ont fait la série, donc j'entends vraiment les personnages, j'entends la façon dont ils parlent, dont ils échangent, je vois des répliques ciselées, bien écrites, justes, incisives, intelligentes, ce que je ne trouve pas forcément partout. Et moi, voilà, si je veux lire du Buffy qui me plaît, il faut que j'entende les personnages, il faut que je retrouve un peu de substance, et certains comics, les tout premiers comics qui ont été faits à l'époque de la série, où les gens pensaient que c'était une série très premier degré, très grand public, sont divertissants, mais très mal écrits, et n'ont pas vraiment d'intérêt. Et c'est pareil pour les livres. Il y a des livres très bien écrits, des livres très bien écrits. Mes préférés, par exemple, c'est L'île aux monstres de Christopher Golden. Et Christopher Golden, c'est un des meilleurs scénaristes pour Buffy. C'est d'ailleurs lui qui a fait la série audio, où Charisma Carpenter, Anthony Stewart Head sont revenus, qui est sorti récemment, parce que c'est un de ceux qui comprend le mieux Buffy. Je trouve que c'est lui qui a écrit les meilleures choses. Pas tout est bon, mais voilà. Nancy Holder également, on a fait des très bons. Donc voilà, tout n'est pas bon, mais il y a des bonnes choses. Ça permet d'explorer l'univers, d'avoir des choses un peu différentes, d'avoir des personnages qui se rencontrent dans L'île aux monstres. Tara rencontre toute l'équipe d'Angel, et c'est chouette que c'est jamais arrivé dans la série. Donc voilà, c'était... Voilà. Merci pour cette réponse. Écoute, moi en fait là je suis en train de relire, de découvrir tous les fleuves noirs qui ont été publiés dans les années 90-2000. Donc il y en a quand même une cinquantaine. J'espère arriver à tous les lire. En plus, il y a des complémences parce qu'ils n'ont pas de traduit. Non, il y en a des très très bons qui n'ont pas de traduit. Donc moi j'ai dû aller m'amuser, soit quand j'allais en Angleterre, dans les bookshops, ou dans les occasions, ou sur internet, à les retrouver. Je les ai tous. Mais effectivement, il y en a de très très bons qui malheureusement ne sont jamais été traduits en français. C'est dommage. Alors il y a eu une retraduction effectivement par Milady Édition il y a quelques années en 5 volumes, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Et moi je vous conseille, moi j'ai beaucoup aimé donc la fameuse trilogie de Kendall Blake, donc qui en fait suit les pas de la fille de Willow, qui est la nouvelle tueuse puisque Buffy a disparu et toutes les tueuses potentielles aussi. Donc c'est très sympa. On retrouve bien l'humour de la série. C'est pas du niveau Joss Whedon, il y a un côté un peu fan service, mais c'est quand même très sympa et on attend le dernier volume en français. Après c'est bon parce que là on est vraiment comme dans tout ce qui se fait maintenant chez Marvel, dans le multivers, c'est-à-dire pareil dans les comics ils ont fait aussi une version où Buffy est âgée, Buffy the Last Vampire Slayer, ou aussi Willow a une fille, mais c'est pas la même que dans... c'est pas la même,
Donc c'est un peu, ils auraient quand même pu se mettre d'accord, Oui, trouver c'est une vrai. espèce de Je suis continuité ou d'accord. quelque chose à ce niveau-là. Je suis d'accord. Il y a pas mal de choses où ils se sont amusés. Ils ont fait aussi une version où Willow est la tueuse de vampires. Oui. Ça, c'était pas mal et ça, j'aurais bien voulu que ce soit à la rigueur une saison. Buffy s'arrêtait à la saison 12 dans la continuité. Comics, c'est une saison 13. Parce que c'est intéressant, c'est Buffy. Enfin, et Giles veulent retirer tous les traumas de Buffy parce qu'ils trouvent qu'elle porte trop de traumas de tout ce qu'elle a vécu en tant que tueuse. Et en fait, ils veulent, et en voulant lui retirer les traumas, en fait, comme les traumas sont principalement liés à son rôle de tueuse, il lui retire son rôle de tueuse au point qu'elle oublie qu'elle a été tueuse. En fait, il lui pique, un peu comme l'histoire de Dawn ou l'histoire de Angel avec son fils, il lui pique des années de vie et elle oublie des choses en pensant que Willow a toujours été la tueuse, alors que Willow elle-même sait pertinemment que c'est nouveau et qu'elle sent qu'il y a quelque chose chez elle qui est incomplet parce que les traumas ça fait aussi qui on est, les névroses font qui on est et c'est hyper intéressant et je trouve que ça aurait pu faire une très bonne saison 13 de tout ce qu'elle a traversé et qu'à un moment donné Willow comme on la connaît en voulant faire bien fait mal avec la magie en voulant avoir cette idée de contrôle et que d'un seul coup elle est voilà donc oui mais tu vois je l'ai pas lu celui-là mais ça me donne envie. Mais il est vraiment chouette celui-là, c'est un de puis on entend bien la voix des personnages, c'est un des rares que Boom Studio en a fait pas mal, je les trouve tous pas très bons. Non, je suis d'accord, j'ai été un peu déçu par le reboot qui commençait bien mais ce qui s'appelle uniquement The Vampire Slayer, lui est très bien. Je sais pas si tout est sorti en France, on les trouve en anglais sinon mais voilà. Mais est-ce que toi tu as vu et écouté surtout la série audio, tu l'as écouté toi? Non. J'ai honte, mais je n'ai pas fait. Okay. Alors en fait, quand j'ai appris qu'il n'y aurait pas de saison 2, ça t'a coupé. Moi j'en ai écouté 4-5, c'est un peu long. Ah ouais. Déjà, le fait que les vampires, je sais pas pourquoi, c'est pareil dans le jeu vidéo, je sais pas, ils ont pas eu les droits, ou dans quand les vampires explosent, il n'y a pas le chut. Ah d'accord. Peut-être un truc très spécifique qui doit coûter cher ou que quelqu'un a déposé. Okay. Donc ça, déjà, ça me perturbe. Et puis le fait que ce soit canon, mais pas tout à fait, que ce soit que des personnages de dimensions parallèles. Ça, je trouve que celui qui joue le mieux, c'est James Master. Charisma Carpenter est pas mal. On ne reconnaît pas du tout ni Anya ni Giles. Il y a quelques bonnes surprises, des personnages qui n'avaient pas annoncé qu'ils reviennent. Mais ce qui fait que, en plus c'est bizarre un peu de regarder le plafond, puis le vrai Whedon. Des fois ils arrivent vraiment à retrouver le ton Whedon, des fois pas du tout. Donc je trouve que c'est un très bel objet doudou pour un peu avoir ça et que ça existe. Et c'est pas désagréable de dire qu'il reste quelque chose de Buffy avec les acteurs qu'on n'a pas vu, mais ça m'a plus donné envie d'avoir une série animée. Que ça, parce que Whedon c'est quand même beaucoup l'image. L'image est importante. Justement, le comics provoque de l'image. On a quand même des images que c'est quand même. Il y a un travail sur le son qui est fait, on entend, voilà. Mais je l'ai pas terminé, ce qui est pas bon signe. J'en ai écouté 4. J'ai trouvé ça agréable au début et je me suis un petit peu découragé en cours. Ah ouais, d'accord. Bon. Alors Yael, maintenant c'est à toi de choisir une des deux questions. Je pense savoir laquelle tu vas choisir, bien que en réalité, moi je suis très curieux d'avoir tes deux réponses. Mais est-ce que tu veux répondre sur l'histoire du tweet de Spike, ou au contraire, est-ce que tu veux un peu parler de ton rapport à l'univers étendu et les romans, Buffy et tout ce qui se fait autour? Bonjour Stéphane, bonjour David. Déjà, merci pour ce début d'émission passionnant. Moi j'ai un rapport un peu contraire avec Sarah Michelle Gellar dans le sens où je suis devenue de plus en plus fan d'elle avec les années, notamment plus j'ai compris à quel point elle était Buffy, enfin effectivement pour moi Buffy le personnage c'est effectivement 50% Joss, 50% Sarah. Alors de ce qu'il me semble, il n'y avait absolument aucune improvisation autorisée, c'est un peu comme Aaron Sorkin, Joss Whedon, c'est à la virgule près. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il s'est inspiré de la voix des acteurs, donc leur personnalité, leur identité, et dans l'écriture, et dans le ton, et les dialogues, et leur façon de... comme Sorkin d'ailleurs, c'est très similaire. C'est des auteurs très très proches de l'écrit, mais qui sont complètement inspirés par la réalité de leurs acteurs. Et à mon avis, c'est pour ça d'ailleurs que ils sont toujours un peu meilleurs quand Joss est là, parce que aussi, non seulement ils comprennent, ils sont adaptés au ton de Joss, mais aussi Joss les comprend. Quelles que soient les conditions, les rapports, les inimitiés que moi, bien sûr, comme vous le savez, je pense qu'on fait un peu trop de généralités sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, je pense que je me suis attachée de plus en plus à Sarah Michelle Gellar en m'attachant de plus en plus au personnage, avec lequel j'ai un peu de difficulté au début, probablement parce notamment à cause des choses que nous avons en commun. Mais plus la série avance vers les dernières saisons, plus j'ai été touchée par les problématiques d'isolation, de dépression, de questionnement, de problématiques autour de l'éthique du pouvoir, et notamment du pouvoir au sein même de son cercle d'amis. Et pour moi, là, je sens à la fois les problématiques de Joss, les problématiques de Sarah Michelle Gellar au sein du plateau, et du coup,
quoi qu'il arrive, une communion entre deux pour exprimer un truc hyper fort qui me touche. Et du coup, qui est définitivement associé à elle. Buffy n'aurait jamais été Buffy sans Sarah Michelle Gellar. C'est ce que Joss Whedon, lui, a toujours dit. Il a toujours dit, mais notamment spécifiquement, son intelligence a été insufflée dans le personnage de Buffy et sa capacité de leader. Mais je pense aussi c'est problématique de leader. Et je pense aussi, surtout, moi, je crois pas trop aux problématiques de célébrité, de machin, comme vu le type de célébrité et vu le plateau, moi je crois plutôt par contre au fait que au bout d'un certain nombre d'années dans un job, on a tendance à parfois se refermer sur soi-même. Je pensais à Lisa Kudrow qui racontait que sur le tournage de Friends, à partir de la saison 5-6, ils mangeaient plus ensemble. Et c'est pas qu'ils s'entendaient pas, c'est juste que la vie, voilà, les gens sont en couple, les gens ont une vie différente, les gens fonctionnent différemment, et puis on bosse ensemble tous les jours, et puis à un moment on s'isole, et on est fatigué, et on n'a pas la même charge de travail. Moi, c'est vraiment ça que je pense qui s'est passé. Et des fois, je me dis que j'aimerais bien que... J'ai l'impression que Sarah Michelle Gellar n'a pas toujours pris au sérieux la complexité du propos de Buffy pour des raisons peut-être aussi parce que c'est étrange pour elle. Mais du coup, j'ai l'impression que la série aurait pu avoir, je sais pas, lui donner pas seulement les outils d'assumer son identité, sa force, sa puissance, son pouvoir, mais aussi de se réconcilier avec ce truc qui la met un peu mal à l'aise dans son positionnement. Moi, je me rappelle, j'ai vu une interview à un moment de Ringer, une table ronde avec d'autres actrices, et je me suis dit, elle est vraiment d'une puissance incroyable, je le sens, parce qu'elle passe son temps à s'inquiéter de donner la parole aux autres, parce qu'elle sait à quel point c'est facile pour elle de prendre la place. Et j'ai trouvé ça fascinant, très bienveillant de sa part et très intelligent. Et de temps en temps, elle reprenait la parole justement pour soutenir le propos de quelqu'un d'autre. On sentait qu'elle avait conscience de son pouvoir. Donc peut-être qu'elle a finalement tout à fait compris les leçons de Buffy, en fait. Voilà, je retire. Voilà. Donc voilà, bon, c'est mes pensées sur Sarah Michelle Gellar. Je sais, j'étais censée pas répondre juste à la question. Donc je vais passer à la question. Donc vous avez posé 2 questions. Je connais assez mal l'univers étendu et surtout j'adore parler de responsabilité, donc je vais parler du tweet. Je sais pas si j'ai l'impression que... Moi, ce que je me rappelle de cette scène, c'est pas tant que Buffy se dise « Ah, un mec qui prend ses responsabilités », mais plus la découverte de la vulnérabilité, du tourment et du côté écorché vif, non seulement de Spike, mais quelque part de l'autre côté de l'histoire en fait, de voir et du coup un espèce d'inconfort mais positif, mais que ce moment tout d'un coup tu réalises que les choses sont vraiment plus compliquées que ça. Et après, moi je trouve que vous êtes un peu dur avec les autres. Personnellement, j'ai l'impression, moi, que dans Buffy, contrairement à beaucoup d'autres séries, alors surtout les séries de l'époque, les hommes prennent souvent leurs responsabilités, sont assez honnêtes. Même Riley, je trouve que, pour moi, Riley ne reproche absolument pas à Buffy de pas assez s'occuper de lui, de machin, de trucs. Moi, ce qu'il lui reproche, c'est de pas l'aimer. Enfin, il lui reproche pas d'ailleurs. Il fait un constat. Il fait, je pense que tu m'aimes pas autant que moi je t'aime, et si j'ai tort, viens me chercher. Et en fait, je pense qu'il avait pas tort. Et qu'il s'en est rendu compte parce que justement, elle est en crise et qu'il veut être là pour elle, pour pas qu'elle ait tout le temps besoin juste d'être forte et d'être... Mais c'est pas qu'il veut qu'elle soit faible, c'est qu'il veut la soutenir, qu'il veut être son partenaire. Et en fait, elle en fait pas son partenaire. Et donc, moi, je trouve qu'il est tout à fait justifié. Je trouve qu'Angel aussi est assez honnête dans le côté, je sais que c'est un plan pourri, mais en fait, le seul truc que je reproche à Angel, en fait, c'est pas Angel que je reproche, c'est à Joyce. Je reproche à Joyce de ne pas avoir dit à Buffy qu'elle était allée voir Angel. Ça, je pense que c'est la dérobée de son agentivité. Mais je trouve que les hommes sont assez accountable. Par contre, oui, pour moi, je vois accomplir quelque chose de très différent dans ce moment-là. Et je trouve aussi, pour le coup, que... moi, je vois beaucoup de prise de responsabilité dans le fait que Joss Whedon ne parle pas. Et je vois beaucoup de prise de responsabilité dans le fait que Joss Whedon n'ait plus jamais pris un job après Angel où il était le grand Manitou sur un plateau, y compris Dollhouse. Moi, ça, c'est de la prise de responsabilité. Si c'est un mauvais leader, un mauvais manager, il fait en sorte de ne plus le faire mal. Voilà. Donc, une fois de plus, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, moi, je ne vois pas ce moment-là du tout comme ça. Par contre, pour moi, la question de la responsabilité individuelle est centrale dans Buffy. C'est même le sujet de la série. Et oui, il fait 2021. Oups. Eh ben écoute, merci beaucoup Yael pour cette réponse évidemment toujours très pertinente. Hein. Ouais, j'espère que ça t'a plu. Super, merci. J'ai aussi découvert un fun fact que je tenais à partager avec vous. Dans le scénario de Buffy, l'épisode Anne, donc le premier de la saison 3, on apprend quel est le fameux nom de cette fameuse Lily Chanterelle Anne, qui revient dans Angel ensuite, qui s'appelle en fait Joan.
J-O-A-N. D'accord. Voilà, c'est son vrai nom, parce que dans le scénario, en fait, elle est nommée par son vrai nom. Ok. Elle est nommée Joan, donc voilà, ça je... Ah ben je le savais pas. Merci. Là, je Merci. l'ai appris récemment, donc je voulais D'accord. partager ça, Ok, ça avec très vous. bien. Alors, pour cette avant-dernière émission, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais te poser des questions un peu du tac au tac. Donc, je te pose une question, il faut que tu me répondes rapidement, ce qui te vient à l'esprit. D'accord. Voir un petit peu, avoir un peu une autre idée de ton appréciation de Buffy. Est-ce que après la mort de Buffy, d'après toi, la lignée des tueuses passe par Buffy ou par Faith? Par Faith. Est-ce que d'après toi, avant que Angel la tue, Drusilla était faite pour être une tueuse de vampires? Oui, j'aime bien cette théorie. Mm. J'aime bien. Oui, Ouais. je valide. Autre théorie que j'ai lue, est-ce que d'après toi, c'est l'apparition de Dawn qui a fait que Joyce Summers est tombée malade? J'ai lu ça aussi. Je préfère croire que non, mais ça pourrait se tenir. Hein. Pas non plus trop cette version. Non, j'aime pas, mais Vous avez du personnage de Dawn, ouais, c'est pas très cool injuste, quand même. ouais. Franchement, ouais. On sait que les gens l'aiment pas trop, mais quand même. Si on devait faire un pour un soir, oui. pour la vie ou jamais, ça serait... Alors, pour un soir, je dirais Spike. Pour la vie, je dirais Riley. Et jamais Angel. D'accord. Ah ouais, non. Je suis pas. T'es pas du tout Angel. Non, je suis pas Team Angel. Non, Ah ouais, non, et je suis pas très David Boreanaz. Ne te plaît pas. Non, D'accord. je suis pas sensible. Et OSS Green. Alors j'aime bien. Rose, ouais. Alors franchement, je sais pas si je suis bizarre, si je suis le seul, mais je trouve Seth Green très sexy. Bah moi je suis rentré dans Buffy par OSS Green. Ah oui, c'est vrai. J'ai D'accord. trouvé il est pas mal. Ah ouais, Ouais. franchement. Non, donc ouais, je sais pas, dites-nous, c'est intéressant. Oui, bah oui. Est-ce que vous soyez un homme homosexuel, bisexuel ou une Ouais. femme hétérosexuelle, est-ce que c'est intéressant si on va découvrir quelque chose? Peut-être que les femmes ne sont pas très beaux, peut-être que je sais pas. Je sais Des pas, fois, mais ça arrive ouais, des ouais, choses. Mais en revoyant la série, je me suis dit, purée, mais en fait, il était vraiment pas mal. Quoi. Et toi, du coup, alors, pour te marier. Bah, une nuit Riley. Ouais. La vie, c'est compliqué. Je dirais Spike, enfin, il a quand même violé Buffy. Oui, et je suis c'est pas tout. hyper. Ouais. Donc peut-être Xander en vrai, tu vois. Ah en ouais. vrai, ouais, je pense que c'est pour se marier, je trouve qu'il est Oui. confortable. C'est vrai. Quelque chose. Non, J'aime mais- beaucoup cette tournure de phrase. Et jamais Warren. Ah ouais, bah carrément. Attends, mais même pas, je l'avais à l'esprit. Jamais. 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 Ah ouais, Warren. Donc L'acteur qui a été en couple pendant longtemps avec Tara qui bah ouais. l'a tué. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas quelle réponse vous avez Ouais. à ces questions, mais voilà, n'hésitez pas à nous mettre les réponses Ouais, on est curieux. en commentaire. Alors, ma question est, que, voilà, comme j'aime bien dire, hein, comme dit RuPaul, on est entre filles, Oui. hein, entre Ah oui, copines. Oui. Donc, tu m'as un peu dit quels étaient un peu tes goûts en matière des comédiens de Buffy. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est quand même un élément qu'on a beaucoup dans Buffy, qui est pas tout à fait anodin, vu que c'est une série pour ados, et vu tout ce que le personnage de Buffy et les personnages secondaires traversent. Mais pour toi, quelle est ta scène de sexe préférée dans Buffy, Ah ouais. et pourquoi? Alors là, tout de suite, si je devais. C'est là, je réfléchis pas. Mais celle qui me vient là tout de suite, c'est la scène de sexe entre Buffy et Spike quand ils démolissent l'immeuble. Donc dans la saison 7, je me rappelle plus exactement. Saison 6, ouais. Saison 6, ouais, peut-être, ouais. Qui était pour moi à la limite du grotesque, mais qui en même temps dit beaucoup de choses sur la passion qui les unit et sur le côté très animal, effectivement, de Spike et de Buffy, en fait. D'ailleurs, c'est ça, la saison 6, en fait, c'est le côté très animal aussi, le côté très pulsionnel, j'ai envie de dire, qui ressort du personnage de Buffy. Mais c'est celle-là qui me vient à l'esprit, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la scène de sexe avec quand Buffy est invisible. Je la trouve très drôle, on en parlait tout à l'heure. Je la trouve très drôle et en même temps, bon... En même temps, comme tu disais, elle abuse aussi un petit peu de lui, quoi, quelque part. Ouais, c'est les deux qui me viennent, là, tu vois. Mais c'est vrai que les scènes de sexe dans Buffy sont pas si nombreuses, mais il y en a quand même qui sont assez marquantes, effectivement. Ouais. Il y a une scène de sexe entre Xander et Faith, non Mais on la voit ou pas, je m'en rappelle. Dans la télé, on fait de la télé. Ah oui, c'est ça. Oui, je me souviens effectivement de la scène de sexe entre Faith et Xander. Qu'on voit donc dans le reflet de la télé, effectivement, qui est aussi, qui est intéressante aussi, quoi, je veux dire, et qui, en même temps, Faith et Xander, quoi, c'est tellement improbable, mais c'est aussi pour ça que ça marche, et Cordelia Xander, c'était le même, voilà. Mais, ouais, après, j'arrive pas à me souvenir, est-ce qu'il y a vraiment une scène de sexe dans Buffy avec de la tendresse? Parce qu'il y a la scène de sexe avec Angel, mais finalement, tout de suite, on bascule dans le côté sombre, etc. Alors, c'est vrai qu'elle m'a marqué aussi, mais en même temps, j'arrive pas à me dire que c'est une belle scène de sexe, tu vois. Je suis un peu partagé là-dessus. Mais en même temps, oui, il y a de la tendresse aussi. Et je me rappelle bien du dos de David Boreanaz, en fait. Et je crois on voit bien son tatouage aussi dans cette scène, non, il me semble. C'est quand Buffy re-rêve la scène. Ah, c'est d'accord, c'est après, ouais. D'accord. Je crois que c'est dans la saison 3. Ah ouais, ok, ouais, peut-être, ouais.
Oui, quand ils sont sur la plage aussi, là. Ouais. Bah, c'est intéressant, effectivement, le sexe est très présent dans Buffy. Il y en a peu, mais beaucoup Ouais. pour l'époque et pour ça. Pour une série pour ados, Oui. les plupart des autres séries étaient beaucoup plus chastes. Toi, dans le Charme, encore une fois, pour revenir, c'était plus on Oui. voyait le décolleté des femmes, Oui. mais on voyait pas tellement de scènes Non. de sexe. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Cordelia, je crois qu'Alice Carter n'a quasiment jamais de scène de sexe. Non, je sais pas. Je pense qu'à part le moment où Angel rêve qu'il couche avec elle pour devenir méchant dans la saison 4, Ouais. je crois que la scène n'existe pas. Et on sait pas avec qui était son premier, on sait pas si, c'est pas clairement pas Zender, puisqu'ils sous-entendent que c'est Faith, justement, clairement. Après, il couche avec Anya. Mais moi, je trouve effectivement celle avec Faith intéressante parce que c'est la première fois qu'on voit, c'est très chaste, elle est sauvage, donc on montre cette sauvagerie, on va aller sous le drap avec le reflet de la télé, donc on le montre sans le montrer. Ce qui est rigolo dans la première scène de sexe entre Angel et Buffy, ils n'ont pas osé faire venir les acteurs en studio, donc c'est Martin Oxon et Joss Whedon qui font les sons de plaisir qu'on entend, donc ça c'est assez rigolo, en tout cas dans la version originale. Ça c'est très drôle. Mais moi, celle qui me vient à l'esprit, la première que j'aime beaucoup, c'est celle avec Riley. Alors, première fois avec Riley, ou avec cette espèce de métaphore un peu évidente, quand ils se battent contre le démon qui va servir de bras à Adam, où littéralement, elle sort, littéralement, au moment où Riley va coucher avec, le démon sort une espèce d'aiguille du bras, avec cette espèce de montage avec une musique, pareil, très particulière pour Buffy, qui est un thème musical qu'on entend que dans cette scène-là, une espèce de musique un peu enivrante, quasiment, on dirait du David Cronenberg, tout est un peu étrange, et en même temps très graphique, parce qu'on va quand même Sarah Michelle Gellar embrasser la poitrine de Mark Lucas, donc on est quand même dans quelque chose, et effectivement là il y a la tendresse, c'est-à-dire que là effectivement encore une cassure, parce qu'il y a Maggie Walsh qui regarde la scène, donc c'est quand même très glauque, mais il y a de la tendresse, et globalement toutes les scènes de sexe avec Riley quand on les voit ont de la tendresse, ils se réveillent beaucoup dans les bras l'un de l'autre. Il y a la scène de sexe entre Buffy dans le corps, enfin entre Faith dans le corps de Buffy et oui, c'est vrai. donc le sexe a aussi beaucoup de sens, souvent le sexe c'est la prolongation, comme les scènes de combat, comme les scènes d'action sont jamais gratuites, c'est jamais une démonstration pour montrer que Buffy est forte. Les scènes de combat, c'est Buffy est énervée, Buffy est triste, donc le combat va être l'extension de ça, et les scènes de sexe c'est la même chose. Comment se sent Buffy à ce moment-là? La première fois que Buffy et Riley couchent ensemble, c'est parce que c'est le bon moment, et on sent que c'est le bon moment, on sent que ça s'articule au bon moment, tout comme Angel et Buffy, c'est-à-dire que c'est intéressant quand on voit la série dans la continuité, c'est vraiment comme ça quand on est ado, c'est-à-dire ils s'embrassent un petit peu, ils s'embrassent beaucoup, puis il y a un moment donné où ils n'arrêtent pas sans raison de se rouler des patins dans les épisodes qui précèdent, et on sent que ça monte, et qu'il y a une envie physique, charnelle, très très forte. Et puis pareil, je sais pas s'il y a jamais eu vraiment de scène de sexe entre Willow et Tara. En fait, j'y pensais, mais je crois pas qu'on les voit dans les bras l'une de l'autre, on les voit s'embrasser. C'est ça. Mais par contre, effectivement, heureusement, parce que la série a été annulée, donc ils ont arrêté la scène qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, entre Kennedy et Willow, tout à fait, où il y a quand même une scène assez forte. Alors aussi, la seule scène de sexe qu'on a, c'est la scène de sexe dont j'ai déjà parlé, que je considère comme un abus de la part de Willow dans One More With Feeling, le cunilingus. Oui, tout à fait. Willow, c'est très subtil. C'est ça. Mais voilà, mais c'est plus explicite avec Kennedy, et ça c'est assez chouette parce qu'on voit effectivement une scène d'amour lesbien où on voit bien pareil où elle lèche le corps d'Alison Hannigan. Enfin c'est voilà. Oui, c'est vrai que celle-ci est plus explicite. Mais bon, moi Kennedy, je suis moyennement fan, donc je l'ai oublié. Je préfère Tara, désolé. Non, c'est pour ça le sexe est assez important dans Buffy. Je crois qu'il y en a quasiment pas dans la saison 5. Non, il y a tout ce que Riley fait de métaphorique avec les vampires où il se fait mordre, etc. Mais finalement, c'est une saison assez chaste. Oui, c'est vrai. Là où effectivement, la 6 ne l'est pas. Non. Il y a aussi la scène de sexy, bien sûr, où Spike vient derrière Buffy. Au balcon, mais bien sûr. Dans le bronze devant tout le monde. Dans le bronze, celle-là, elle est quand même... Là, pour moi, on était passé sur HBO. Oui, oui, là, c'était autre chose, là, c'est clair. Oui, celle-là, elle est quand même... Elle est marquante. Elle est marquante. Elle dit beaucoup de choses sur le ballet de Buffy à ce Ouais, moment-là, sur son rapport à ses amis. Oui, j'y pensais plus. Sur... puis le basculement de la série dans un autre ton. Donc voilà. Donc je sais pas, vous, quel est votre rapport aux scènes de sexe dans Buffy? Est-ce que vous en avez une préférée, que vous n'aimez pas? À l'inverse, c'est peut-être des gens qui sont gênés. Oui, peut-être. Dans les scènes de sexe, qui des scènes que vous n'aimez pas. Également, pareil, Angel est assez chaste, je suis en train de réfléchir. Oui. Alors moi, Angel, j'ai moins vu. J'ai vu que la saison 1. Comment? Je sais, honte à moi. T'as vu quoi? Que la saison 1. Mais je n'arrive pas avec Angel, je suis désolé. Mais toujours, faut passer, parce que beaucoup de gens disent, là, j'ai du mal, et la 2, c'est autre chose. Peut-être, alors il faut que je poursuive, tu vois. Mais alors j'avais retenté la 5, parce que c'est en fait la suite de la saison 7.
Et pareil, je n'arrive pas. Et en fait, j'ai un problème avec David Boreanaz que je trouve pas très bon, en fait, en tant que comédien. Je suis désolé de le dire. Et je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'expression et qu'il dégage un truc qui me... Tu vois, j'ai du mal. Et puis l'humour d'Angel est différent quand même de celui de Buffy. Voilà. Donc, cher David, j'ai une autre question pour toi. Donc, comme on le sait, malheureusement, on va dire que la carrière de Sarah n'a pas été, pour revenir à Sarah Michelle Gellar, n'a pas été aussi brillante qu'espérée. On va dire, il y avait quand même beaucoup de, comme tu disais, des films qui ont fait des flops parce que les sociétés de production ont coulé, etc. Est-ce que tu penses que si Sarah avait persévéré dans le domaine de l'horreur, c'est-à-dire avait vraiment mis en avant ces choix-là dans sa carrière, est-ce que tu penses que justement elle aurait brillé davantage? Est-ce que tu penses que sa carrière aurait été différente? Est-ce que tu penses qu'on la verra encore aujourd'hui dans des grosses productions horrifiques? Est-ce que... Voilà, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, moi, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'elle en a un peu fait le tour. C'est facile à dire, mais je pense qu'elle en a déjà fait beaucoup. Je pense que, en plus, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de grands films d'horreur contemporains. Il y a des choses qui sortent, les Conjuring, les Smile, mais je trouve qu'il y avait vraiment l'ère du film d'horreur, c'est les années 80-90. Ou alors, ce qui pourrait être drôle, c'est d'avoir des remakes de films cultes, mais il faudrait que ce soit très bien fait. Ils ont refait un nouveau Freddy, que moi j'ai beaucoup aimé, mais qui n'a pas été beaucoup aimé par la presse. Éventuellement, je pourrais l'avoir dans l'univers Chucky, qui est un univers très queer, par un auteur gay, avec Chucky qui a un enfant non binaire. Enfin, il y a plein de choses assez amusantes sur la question de l'homosexualité. Je peux l'imaginer dans un mélange d'horreur et de comédie dans l'univers de jeu d'enfant de Chucky. Ça pourrait être très chouette. Après, je pense que voilà, le problème c'est que dès qu'elle est dans l'horreur, on voit beaucoup Buffy. C'est-à-dire que automatiquement, c'est difficile de se détacher de Buffy. Quand je vois la voix dans Scream, j'ai du mal à me dire, mais mets-lui un coup moi aussi. entre les jambes, balance-le par la fenêtre. Il y a un côté un peu anti-Buffy qui est rigolo. Hein, c'est une réponse à Buffy intéressante, mais qui me frustre un peu. Là, l'iconographie, pour moi, est très forte. Après, je pourrais l'avoir plus, elle, au contraire, dans le rôle de la méchante, justement. Pas dans la Final Girl, mais comme dans le rôle, peut-être, une espèce de Nosferatu au féminin, une espèce, un personnage un peu enivrant, un peu aussi à la Jennifer's Body, quelque chose, où elle fait une espèce de ghoul un peu terrible, ou au contraire, une tueuse, justement, avec elle-même, soit la méchante d'un slasher, avec une arme iconique, et qui lui donne un côté sombre et un peu décalé, un peu rigolo. Parce que après je serais content de la retrouver en tant que Final Girl, mais je pense que c'est quelque chose qui était très très bien à une période pour elle, mais qui est dépassé. Encore une fois, je trouve pas que les films d'horreur contemporains, je trouve qu'il y a plein de des propositions intéressantes, mais je trouve pas qu'il y en ait. Iconographiquement, on ne vit que sur des choses déjà faites. Les Screams sont bien, mais c'est une idée des années 90 qui perdure. Et après j'avais fantasmé de la voir revenir dans Souviens-toi l'été dernier 3 ou dans le prochain Crime, que le personnage ait une sœur jumelle. Moi aussi, et pourquoi pas. Moi aussi, j'aurais bien aimé. Ça pourrait être drôle, on est tellement dans le gimmick et le fanservice que pourquoi pas en fait. C'est clair. Et toi alors, à ce niveau-là, écoute, je pense que clairement, à un moment donné, comme tu disais, elle en avait marre de Buffy, je pense marre d'être catégorisée Final Girl, Scream Queen, etc. Donc elle a fait des choix différents. Véronica décide de mourir, état de choc, on en a parlé. Et je pense qu'elle a bien fait. Peut-être qu'elle aurait dû quand même continuer peut-être dans cette lignée aussi, c'est-à-dire pas mettre complètement de côté, parce qu'on sent qu'à un moment donné, il y avait vraiment une coupure, où systématiquement, les scénarios qu'elle a dû recevoir de film d'horreur, c'était non, quoi. Et je pense, parce qu'il y a quand même Ryan Murphy qui l'a harcelé à un moment donné pour qu'elle joue dans la série American Horror Story. Alors non, dans la série avec Jamie Lee Curtis, Scream Queen. D'accord, Scream Queen. Voilà. Et je me dis, finalement, elle aurait été idéale pour Scream Queen. Tu vois, elle aurait été bien, quoi. Donc, je sais qu'elle a eu plusieurs projets qui lui ont été proposés. Moi, je l'aurais bien vu dans l'univers Conjuring aussi, pourquoi pas, tu vois, le Chucky totalement. Et souviens-toi des derniers 4 qui va être fait l'année prochaine aussi. Donc je trouve ça un peu dommage qu'elle ait mis complètement ça de côté. Après, elle fait des choix de carrière, c'est surprenant. D'un côté, elle n'a pas besoin d'argent, parce que les rediffusions de Buffy lui rapportent de l'argent, comme les acteurs de Friends, qui font qu'à partir du moment où une série dépasse les 100 épisodes, les rediffusions rapportent dans le monde entier, les services de streaming Buffy. Et moi, j'ai plein d'amis très jeunes qui découvrent Buffy totalement et autres. Alors, une version HD ignoble, mais ils découvrent quand même Buffy. Donc ça, c'est hyper chouette, mais ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de ça, donc elle fait des vrais choix. Après, il y a des choses, je me suis dit, Grey's Anatomy, Shonda Rhimes est très fan de Buffy, de Joss Whedon et de Sarah Michelle Gellar. Je veux dire, en 21 ans, elle a même pas fait un guest dans un épisode. Je me dis, je la vois très bien devenir médecin ou être patiente. Qu'est-ce qui fait qu'elle y va pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de choses où elle ne va pas? Et ça m'étonne toujours un peu de voir les choix qu'elle fait ou qu'elle fait pas, là où elle veut aller ou pas aller. Effectivement, Scream Queens de Ryan Murphy, je l'imagine bien, c'est une espèce de série qui est entre la comédie et l'horreur. C'est ça, quoi. Ça aurait pu.
Ça aurait pu être très ça adapté, aurait pu, donc ouais. non, effectivement. Après, on verra donc Dexter Original Sin. Préquel de la série Voilà. Dexter sur un serial killer, C'est Dexter joué par Michael C. Hall Ouais. de Six Feet Under, qui s'est terminé, donc il y a eu 7 ou 8 saisons pour la première Ouais. série, Ouais. un reboot Ouais. récemment parce que tout le monde avait détesté la dernière saison, donc ils ont refait une saison finale. Ouais. Et là, ils ont annoncé 2 choses. Ils ont annoncé que finalement, la saison finale allait avoir une suite. Ouais. Et que effectivement, il y avait un préquel avec Sarah Sugar qui, étonnamment, n'est pas un personnage régulier, mais juste récurrente. Hein. Ah oui, elle d'accord. est guest star. Ah oui, d'accord, je Donc, savais pas trop ça. J'imagine qu'elle a peut-être tué au bout d'une saison. Ah non, ne Ce dis serait pas rigolo ça. que Ne dis pas elle ça. soit tuée à la main de Dexter. Ouais, ça. oui, peut-être. Mais, Mais ce qui est marrant, c'est que dans Dexter, ça se passe dans les années 90, Original Sin. Donc on va retrouver les années 90, dans les années de Buffy, mais sous un prisme. ça, avec le Sarah Michelle Gellar qui elle-même a 30 ans de plus. Ouais, 20 ans. c'est Donc, ça. Donc ça va être rigolo. et voilà, espérons encore une fois que ce soit pas annulé. Parce que ça peut être projet casse-gueule. Alors, préquel, une série aussi connue, où on connaît la suite. En plus, toujours compliqué les préquels, parce que tu peux pas être totalement libre. Faut tout le temps un petit peu suivre. suivre, pas faire trop des choses où on se dit, bah non, mais quand c'est que le personnage a fait ça, il s'en Ouais. rappelle plus. C'est ça. Donc, À voir. mais pareil, elle a jamais été chez Marvel. Non, ça aussi, je trouve ça curieux. Il y a des choses. En fait, je me suis pas rendu compte qu'elle me manquait avant qu'elle revienne. Comme elle a arrêté sa carrière pendant très longtemps, moi je me suis dit, bon, bah elle a arrêté sa carrière, Oui. et elle est plus là. Et pour moi, c'était presque habituel. Et c'est d'un seul coup, en revoyant plein d'interviews d'elle, au moment de Ken série, de la promo de Voix, je me suis dit, mais en fait, j'aime sa voix. Bon, elle répète tout le temps la même chose, mais j'aime sa voix, j'aime l'entendre, j'aime la voix. Je me suis dit, en fait, j'aime vraiment cette nana, j'aime vraiment cette actrice, en fait. Bah ouais. Donc, Sarah, tu nous manques. Bah oui. Et un dernier film qu'elle a fait aussi sur Netflix, Do Revenge. Elle a un petit rôle, ouais. Voilà. Qui était sympa. Écoute, dans la lignée où elle reprend un peu le rôle de Catherine Merteuil, si vous l'avez pas vu, dans Sex Intention, qui était sympa. Donc, on est très bavard, Yael, mais quelle question vas-tu choisir? Est-ce que tu vas choisir la question sur Sarah Michelle Gellar qui était est-ce que si sa carrière avait suivi plutôt le fil du film d'horreur, est-ce qu'elle aurait été différente? Est-ce que ça aurait été préférable? Est-ce qu'on la verrait encore aujourd'hui? Ou quelle est ta scène de sexe préférée? Ça veut bien de te demander ça, vu que on est un peu comme des frères et sœurs, mais écoute, c'est de l'analyse de Buffy, c'est de l'analyse de texte. Ouais. Donc dis-moi, voilà, quelle est ta scène, peut-être ta scène préférée de sexe, ou celle que tu aimes le moins, et pourquoi? Voilà, dis-nous tout. Je me suis longuement posé la question. Non, pas vraiment. C'était évident que j'allais parler des scènes de sexe parce que ce que vous avez dit sur la carrière de Sarah Michelle Gellar se suffit à soi-même. C'est très intéressant et c'est toujours rigolo de se poser ce genre de questions. What if, même si je me dis toujours quand les gens sont heureux et elle a l'air d'être heureuse, on peut lui souhaiter que ça. Dans la vie surtout. Ma maman a été star de télé à une période et je sais à quel point c'est quelque chose qui peut être différent de l'extérieur que de l'intérieur et je pense qu'elle a toujours dit que d'avoir un rôle iconique, ça suffisait à être heureuse dans une carrière et moi je pense qu'elle est satisfaite avec ça et qu'elle a juste envie de faire les choses qui l'intéressent. Donc voilà, j'ai un peu répondu à la question, mais je n'ai pas répondu à la question parce que je veux prendre l'autre. Donc, quelle est ma scène de sexe préférée dans Buffy? Alors attention, c'est parti. Donc déjà... il y a plein... surtout que True Blood est arrivé quelques années plus tard, et clairement, quand on commence à chercher une scène de sexe un peu hot, on va directement sur True Blood. Mais il y a quelques moments dans Buffy que je trouve particulièrement envoûtants d'un point de vue visuel. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont sexy sur le principe, mais sexy à l'image, il n'y en a pas beaucoup pour moi. Il y en a deux, c'est 2 moments avec Spike. C'est un moment qui n'est pas réel, c'est un moment dans son rêve, dans... l'épisode Dead Things où pendant qu'elle hallucine, il y a un moment où elle hallucine que Spike est dans son lit et ces quelques secondes, c'est un des moments les plus sexy de toute leur relation. La façon dont elle se retourne, il est dans son lit, il commence à s'embrasser, c'est un des plus beaux moments ça dure quelques secondes mais c'est the hottest moment of the entire show. Et quand Riley est là, dans un épisode que je n'aime pas du tout, qui est As You Were, l'épisode 15 de la saison 6, Riley revient, mais le truc que j'aime, c'est que elle se sent pas bien, et donc elle va voir Spike dans la crypte. Et il me semble qu'elle lui dit genre dis-moi que tu me veux, dis-moi que tu m'aimes, et il lui dit je te veux, je t'aime, et ils commencent à s'embrasser. Et surtout, c'est particulièrement sexy parce que quand Riley les trouve dans les bras l'un de l'autre, ils dorment. Ce qui veut dire que non seulement ils ont fait l'amour, parce que la façon dont ça commence, c'est ça qui se passe. Quelle que soit la violence qui soit impliquée, c'est clairement ils sont en train de faire l'amour. Ils sont pas juste en train de baiser, désolée d'utiliser le terme, mais c'est une façon de différencier les deux. Mais surtout, elle se sent assez bien avec lui pour s'endormir dans ses bras, en fait.
avec une vague couverture dans une crypte. Et on se rappelle que dans la saison 7, à un moment, quand ils sont dans une crypte et qu'il y a une des potentials qui demande à Spike, elle était comme ça ta crypte, et Buffy fait non, la sienne était plus, je sais pas, cosy. Et là tu fais ok, donc en fait, voilà, sachant que dans cette séquence-là avec Riley, ils sont on top, ils sont pas dans l'underground. Voilà, c'était ma scène préférée, et donc j'ai beaucoup réfléchi, vous pouvez le voir, et vous n'êtes pas étonné que ce soit Spike. Et merci beaucoup Yael. Merci Yael, merci beaucoup, c'était très intéressant. Pour cette dernière émission, avant qu'on se retrouve toi et moi en direct, en chair et en os pour la fin de Buffy Season 20, pour ce beau final qu'on vous prépare. C'est triste quand même. Ouais. Mais bon, j'espère que de nouveaux projets vont voir le jour tous les deux, et moi j'ai envie de vous dire merci aussi quand même pour tout ce que vous nous avez fait vivre. Moi je vous ai découvert un peu par hasard et ça a été beaucoup d'émotions parce que d'un coup il y a tout Buffy qui a ressurgi. C'était au moment du confinement, je crois, un petit peu avant, et du coup c'est grâce à vous aussi que je me suis replongé dans Buffy et que j'ai revu la série de A à Z pour la xème fois. Donc merci de faire vivre Buffy comme ça, et pour l'invitation bien sûr. Très ému. Et de rien, et puis en plus vous pouvez faire des rediffusions, hein. J'imagine que toutes les analyses qu'on a faites vous ne les connaissez pas par cœur, donc ça peut être aussi chouette de revoir, de réentendre, de réécouter, de repartager, en sachant comme on disait, Buffy ne meurt jamais, Buffy est tout le temps réalisable, donc il y aura toujours des choses à faire. Vous pouvez toujours nous mettre des commentaires sous les vidéos, on continuera à répondre à vos questions. Et donc surtout foncez acheter le livre de Lettre à Sarah de Stéphane Sanchez, voilà. Alors, il y a même des photos. Ouais, il y a des photos. Ça c'était très important de mettre des photos, un cahier central qui retrace toute sa carrière aussi, voilà. Où on voit son évolution physique et jusqu'à Wolfpack, quoi. Ouais, et puis il y a beaucoup de choses récentes en plus. Il y a beaucoup de choses récentes, Non, c'est chouette. C'est vrai qu'elle a fait une apparition où elle était très mauvaise dans Sex and the City. Oui, c'est vrai. Je pense qu'elle est venue entre deux moments où elle avait le temps, elle est passée, on l'a mis sur le plateau. Oui, je pense ça. Elle est très mauvaise. Et Claire Guyot, d'ailleurs, même dans la VF, je pense qu'elle passe aussi sur le plateau dans 2 secondes, parce que pareil, la labiale n'est pas du tout post-synchro. Alors que Claire Guyot est une des voix françaises les plus douées, elle est directrice de plateau maintenant et autres, Et Sarah a dit que d'ailleurs, si elle était rappelée pour jouer dans And Just Like That, la suite, elle foncerait tout de suite. T'as vu ça où? Je sais plus, sur internet, mais elle a dit qu'en tout cas elle était intéressée. Ce serait chouette d'avoir Sam Shigella dans And Just Like That. Donc ce serait sympa. J'aimerais beaucoup. Parce que pour le coup, moi j'aime beaucoup. C'est pas aussi réussi que la série principale, mais je trouve qu'il y a plein de choses très chouettes. J'aime beaucoup retrouver ces personnages-là. Et c'est bien, il n'y a pas beaucoup de séries qui parlent des femmes au-delà de 50-60 ans, et en tout cas de la sexualité des femmes au-delà de 50-60 ans. Donc je sais très très bien que Sex and the City and Just Like That le fasse. Et alors où est-ce qu'on peut le trouver? En ligne, en librairie? Oui, en ligne, en librairie, partout. Il est facilement commandable. Réseau Fnac, Cultura. Oui, voilà, vous pouvez le commander facilement. S'il n'est pas déjà en rayon, il y a partout. Et si les gens veulent de dédicaces je suis sur Instagram, Stéphane Sanchez, auteur, et sur Facebook. Et tu travailles en librairie aussi? Je travaille en librairie, tout à fait, à Aix-en-Provence, à la librairie Lagon Noir. N'hésitez pas à venir me faire un coucou. Mais vous pouvez m'écrire facilement sur Instagram, je réponds à tout le monde. Trop bien. Donc, Lettre à Sarah par Stéphane Sanchez. Je rappelle exactement les autres livres qu'on a eu cette saison. On a eu Buffy Baroque épopée de Fabien Clavel et Buffy ou la Révolution à coups de pieux de Marion Olité. Voilà, donc n'hésitez pas. 3 livres sur Buffy sortis en l'espace de 6 mois, 1 an. Par des super auteurs français, c'est chouette. C'est-à-dire qu'en plus, nous on les a à nous, les anglo-saxons, ils pourront pas le lire. On a notre Buffy à nous. C'est vrai. On peut espérer une traduction anglaise. Qui sait. Une version anglaise de vos ouvrages, mais c'est chouette, ça fait plein de lectures de Buffy. Et qu'il y en ait d'autres aussi. Qui sait, peut-être. Qui sait, peut-être. Il y a elle et moi. Voilà. On vous le souhaite. On ne dira rien, mais peut-être, voilà. Donc n'hésitez pas à trouver Lettre à Sarah de Stéphane Sanchez. Écoute Stéphane, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir de t'avoir reçu. Merci à Yael aussi. Merci Stéphane, merci David d'avoir trouvé tous ces invités incroyables pendant tous ces Buffy Season 20 un peu spéciaux, et de m'avoir quand même... d'avoir trouvé le moyen que je participe, même si j'étais coincée à Berlin parfois. J'ai hâte de vous retrouver pour le dernier épisode, la Buffy Extravaganza. Et voilà, donc on va s'en donner à cœur joie.
Merci à vous Tout deux. à fait. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie, toi, de rajouter sur Buffy, quelque chose qui te tient à cœur, que tu dis, ça, je veux le dire en particulier. Je veux le dire à tous les gens qui hésitent à regarder la série et qui se disent ouais mais c'est peut-être un peu kitsch, mais c'est peut-être un peu facile, etc. Tu Non. penses vraiment qu'il y a des gens qui regardent cet épisode-là de Buffy Stephen et qui ont tenu 1h30 Je ne sais pas. Oui, c'est idiot. C'est idiot, tu as raison. Mais je le dis quand même. Quelqu'un qui dit tiens, j'ai vu une vidéo passer, je vais regarder jusqu'au bout. Tu as raison, c'est complètement Non, mais idiot. peut-être qu'on a des fans de Sarah Michelle Gellar qui ne Mais sont voilà. fans de Sarah Michelle Gellar sans être fans de Buffy. Mais voilà, parce que moi, ça m'est arrivé aussi en parlant à droite à gauche. Les gens me disent Sarah Michelle Gellar, oui, c'est Souviens-toi l'été dernier, c'est Scooby-Doo. Et c'est pas forcément Buffy en fait. Donc voilà, si vous avez regardé la vidéo, je dis non, Buffy c'est génial. Et surtout rappeler à quel point Buffy. Pourquoi Buffy c'est génial? On n'est pas. Pourquoi... Non. J'adore pourquoi Oui, Buffy pardon. c'est génial. On les adore et on Oui, fait on des les adore. dédicaces, mais nous sommes Buffy Stephen. Il est perdu le pauvre, c'est J'en l'émotion. peux plus, c'est l'émotion. Non, surtout, voilà, continuez de regarder Buffy, continuez de faire vivre Buffy, d'en parler autour de vous, d'écrire sur Buffy. C'est vraiment une série qui, à mon avis, a encore beaucoup de choses à apporter aux jeunes générations et qui est une série vraiment brillante et aux multiples interprétations, comme on l'a encore vu tout à l'heure. Donc voilà. Et merci Yael depuis Berlin Oui, pour merci. tes réponses pertinentes. Voilà, donc j'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve avec Yael en direct pour la prochaine émission. Coucou Yael de Très Berlin, bien. on va se voir enfin. Et puis surtout, je tiens aussi à signaler que merci beaucoup Stéphane de te déplacer 2 fois, car petit spoiler, cette émission est enregistrée 2 fois d'affilée. La dernière fois, c'était il y a quasiment 1 an, Ouais. puisque tu étais venu à Paris, on avait enregistré cette émission. Et sauf qu'à l'époque, eh bien, il y a eu un bug informatique, l'intégralité de toutes les vidéos ont disparu. Donc il a fallu tout réenregistrer aujourd'hui, mais je suis sûr que l'émission est encore mieux que ce qu'on avait fait la première fois. Voilà, elle est meilleure. Elle est meilleure, c'est En sûr. plus, depuis, Sarah a fait plein de nouvelles Oui, choses. donc c'était, c'est très bien, c'est c'était parfait. hyper chouette. C'est parfait. Et puis, et donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Moi, je l'ai lu, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a rappelé mon adolescence. J'ai revécu un flashback de ma vie. Donc, si vous voulez savoir, vous allez avoir un flashback de ma vie ou de la sienne, allez-y. Mais Oui. je trouve que c'est vous-même. Ça va vous faire de très très bons souvenirs pour les fans de Buffy qui ont à peu près notre âge. Et pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, c'est intéressant de vivre Buffy dans les années 90 en direct. Comment ça a été pour nous de découvrir Buffy Oui, tout à fait en France. dans les années 90. Voilà. Yael, tu veux dire un petit mot peut-être sur ta découverte de Buffy, Sarah, en quelques mots. Je dis bien en quelques mots car on sait que Yael, comme moi, peut faire. Voilà, on peut parler de Buffy et de Sarah Michelle Gellar de façon fleuve et éternelle. Mais encore une fois, écoutez, longue vie à Buffy, longue vie à Sarah Michelle Gellar. Dites-vous, nous, voilà, votre rapport à Sarah Michelle Gellar, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, qu'est-ce que vous avez envie de voir d'elle par la suite, si vous avez lu. Oui, peut-être que certains d'entre vous ont lu Lettre à Sarah. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Évidemment, vous n'en parlez que si vous avez aimé. Évidemment, ça va de soi. Et écoute, Stéphane, merci encore. Merci à toi, David. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour le grand final. On a hâte. Ah, someone is whispering it to me. Donc j'ai gagné le droit d'être là où je suis maintenant. Et donc en anglais, c'était quoi exactement? I've earned the right to stand where I am. How long did it take to be able to assert yourself like that? Comment ça vous a pris de pouvoir vous affirmer comme ça aujourd'hui? I said that. I was feeling real confident that day, huh? I've worked hard, and I'm proud. I'm proud of everything that I've done. I'm proud of who I am as a person. I think I have more confidence in myself now than I did back then, so maybe that's what I was referring to. You know, they always say you can't love someone else till you love yourself, and I mean, I'm not saying I love myself. I'm not get all fancy here, but I'm proud. I mean, I know I've said that a lot today, but I think that's a lot of what I'm feeling today. And it's not very often you sit down and you see your sort of work that way, like where you're looking at all of it at once. And that's it's overwhelming today, very much so. That's why I feel like I've been stammering a little bit. I usually am better with the words. You have but it's pretty incredible. Oh, thank you. Thank you. To all of you. Are you sure I said that? I'm sure I did. I'm sure. And thank you for making me sound much more coherent than I probably am today. And I just made you sound French, that's all. Ooh. Seriously, I've always wanted to sound French. I don't think I'll be here today without
What? No, for real. Like, I mean, Buffy just. I'm gonna cry. It's not my stage, but I mean, I would not be there And today. you're gonna make me cry. I would And have I been- ugly cry. Oh, it's not good. Je suis très contente d'avoir autant de monde pour cette femme formidable. I'm so happy that so many people came for you for this Wonder Woman, this wonderful woman. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oops, did I trip? Thank you all.